Investir ou périr, s'endetter ou s'effondrer, défiscaliser ou bégayer. Ces rimes donnent la déprime, alors que la situation est proche de l'explosion. Stop! La vie est belle, l'été arrive, le monde va bien. Souriez! Nous allons passer aujourd'hui 1h15 ensemble à parler de choses positives. Oui, investir est possible. Oui, s'endetter est possible. Oui, défiscaliser est possible. Et ça n'est pas si compliqué. Pour vous l'expliquer, j'ai réuni autour de moi une équipe, une dream team, de 6 experts que je vais vous présenter à présent. Voilà, je quitte mon plein écran. Vous les voyez apparaître à l'écran. Ils sont 5 pour l'instant. Baptiste Dubois va nous rejoindre par la suite. Vous les voyez. On va commencer par faire donc le petit tour de table. Marie-Caroline Blanc pour commencer. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour, bonjour à tous. Quelques mots pour dire un peu qui tu es. Alors pour dire qui je suis, donc j'ai créé ma structure valeur ajoutée conseil l'année dernière et donc je suis ce qu'on appelle un ingénieur patrimonial. Je m'occupe de toutes les questions d'organisation, de transmission du patrimoine et notamment pour d'autres professionnels. Et donc ça fait 12 ans que je fais ce métier et ravie d'être parmi vous ce matin. Merci Marie-Caroline. On a aussi Joël Cagnini avec nous. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Alors Joël. Je suis courtier en financement depuis 17 ans. J'ai créé ma structure Agiprêt en 2014, en étant complètement indépendante. Donc pour vous servir dans tout type de financement et rachat de crédit. Donc, situation un peu particulière, on va en parler avec Joël forcément par rapport à tout ce qui est endettement. On a aussi Nicolas Decodin. Salut Nicolas. Salut Corentin, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis passionné de finances personnelles depuis 15 ans, depuis tout petit presque. J'ai commencé à investir en 2009, je crois. J'ai créé Avenue des investisseurs en 2018 avec un ami qui s'appelle Ludovic, un site qui a pas mal marché. On a maintenant 200 000 visiteurs par mois. Et l'année dernière, j'ai créé Prosper Conseil, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine au conseil indépendant, c'est-à-dire qu'on est rémunéré exclusivement en honoraires sans rétrocommission. Le conseiller indépendant en France est très rare, c'est 5% des CGP qui ont choisi ce modèle. Donc voilà, je vais répondre aujourd'hui à toutes les questions plutôt fiscales, mais en fait, le métier de CGP, il est très large. On gère à la fois les finances, la fiscalité et le côté civil aussi. On voit le patrimoine sous les 3 dimensions. Mais ici, je vais répondre aux questions fiscales. Tout à fait, merci Nicolas en tout cas pour ta présentation. On a aussi Charles Elias Farah qui est avec nous. Salut Charles. Pareil, Salut quelques mots pour te Corentin. présenter. Ouais, bonjour à tous. Alors, moi, je suis conseiller en investissement financier et CGP depuis un petit peu moins de temps un petit peu comme Nicolas, depuis pas très 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 longtemps. Et en parallèle de mon activité de conseiller en investissement et de gestion de patrimoine, je suis créateur de contenu et vulgarisateur sur les thématiques, notamment de marché financier, donc la bourse, tout ce qui touche à la bourse. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui ensemble. Ok, super. Et enfin, Jérémy Bannon qui est avec nous. Salut Jérémy. Par rapport à tout ce qui est immobilier ancien, pareil Jérémy, quelques mots pour te présenter. Bonjour à tous. Donc moi j'ai ma société de clé en main où je fais des travaux, je trouve des projets dans l'ancien et je rénove, notamment la rénovation énergétique. Je pense qu'on va en parler un petit peu. Donc je suis spécialisé dans tout ce qui est immobilier ancien et rénovation. Merci Jérémy. Et après, donc, on aura aussi Baptiste Dubois qui va nous rejoindre pour la partie immobilier neuf. Donc, 6 grandes thématiques aujourd'hui. Vous l'avez compris, IMO neuf, IMO ancien, défiscalisation, SCI et structure juridique, situation bancaire et enfin marché financier. Donc, 6 grandes thématiques riches. On a 1h15 devant nous, donc on va être assez synthétique et efficace. Je compte sur vous 5 et aussi Baptiste par la suite pour être à la fois clair, synthétique et si possible aussi dynamique. Je pense que les gens qui nous accompagnent ce midi, et merci à tous, ils sont en train de manger ou entre deux sessions de travail et par rapport à ça, ils veulent passer un petit moment sympa. Donc, pas hésiter aussi à faire des petites blagues. On va essayer durant ce webinaire. Le live sera dispo en replay aussi. Je vous l'indique forcément, ceux qui n'ont pas forcément le temps, 2 fois forcément, de voir tout le webinaire. Donc, vous pourrez le revoir en replay par la suite. L'idée aussi,
du webinaire, c'est que vous posiez vos questions. Donc, il y a le chat qui est disponible. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par rapport aux différents sujets évoqués. Merci d'ailleurs de votre présence pour ce webinaire. Et donc, on pourra éventuellement donc, répondre à vos questions qui sont plus ou moins pertinentes durant ce webinaire. L'idée aussi, petit jeu durant le webinaire, les cartons. L'équipe, je compte sur vous. Toute réponse qui dépasse 3 minutes de temps, vous recevrez un carton vert. Par rapport à ça, l'idée, c'est d'éviter d'avoir trop de cartons. Si vous souhaitez parier en commentaire sur qui aura le plus de cartons, il y a un lot à gagner à la fin. Donc, pariez en commentaire maintenant sur qui recevra le plus de cartons. Ça peut être à la fois temps de parole trop long, ça peut être aussi couper son partenaire. Voilà, donc différentes situations qui peuvent donner droit à un carton. À la fin du webinaire, je tirerai au sort parmi ceux qui ont parié correctement et il y aura des places de cinéma à gagner par rapport à ça. Donc, pariez maintenant en commentaire qui est-ce qui va recevoir le plus de cartons, à savoir que les cartons sont annulables. Une bonne blague, par exemple, ou aussi un petit compliment à mon égard peut aussi annuler un carton. Voilà pour un peu le contexte. On va tirer au sort les sujets. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe? Yes. Premier sujet, donc je vois qu'il y a Nicolas qui a été désigné comme possible carton durant le webinaire. Jérémy aussi, éventuellement. N'hésitez pas encore à donner vos avis. On tire au sort donc le premier sujet. Les boules chaudes sont prêtes. Et on va commencer. Je vais vous faire gagner exprès alors. Tac. C'est gentil. J'ai tiré le thème de Baptiste qui n'est pas encore là, donc ça n'ira pas, évidemment. On va commencer, tiens, Joël, est-ce que tu es prête? Oui. On va commencer par la situation bancaire et donc tout ce qui est lié au crédit. En cette période, on va dire que c'est un sujet un peu complexe. C'est un sujet chaud, un sujet qui a bien changé. C'est vrai qu'on a connu une période faste d'accès facile au crédit immobilier, avec des taux extrêmement bas, des banques qui prêtaient facilement, que ce soit pour l'investissement ancien, sans forcément tenir compte des DPE parce que c'était pas d'actualité, pour les investissements neufs ou pour l'acquisition de résidence principale. Aujourd'hui, elles cherchent, les banques, à réduire au maximum le risque. Elles prêtent préférentiellement aux emprunteurs qui ont un profil rassurant. Donc ça veut dire ne pas dépasser 35% d'endettement, bien qu'on sait qu'elles ont 20% de dérogation en dossier pour des emprunteurs qui dépassent les 35% d'endettement. En pratique, je posais la question à d'autres confrères courtiers également, elles le font peu, donc très peu de dérogations sur ces 20% d'accès au crédit au-delà des 35% d'endettement. Il faut, dans les 35% d'endettement, on prend les revenus nets imposables. Donc, c'est plus facile si on a un CDI. Au sein d'un couple, s'il y a un entrepreneur ou un indépendant, s'il y a un CDI au sein du couple, c'est un atout. Mais surtout, montrer des revenus pérennes qui soient stables, notamment pour les entrepreneurs, ça va être les 3 derniers bilans, fournir les relevés de compte où les revenus sont pérennes. Donc, dans la logique de réduction du risque, les banques prennent préférentiellement les profils les plus rassurants avec un apport conséquent. Notamment, j'ai relevé aussi que pour certaines, elles tiennent compte des DPE, dans la plupart, toutes, hein, mais pour certaines, pour les DPE F et G, elles demandent un apport complémentaire et ou alors elles ne prennent pas en compte les revenus locatifs à venir. Donc il faut, si on prévoit de faire des travaux et de financer les travaux, il faut vraiment qu'on ait des devis avec, tout ce que ça comporte en rénovation énergétique pour qu'on soit dans l'idéal, au-dessus de D en DPE. Voilà. Donc c'est Joël, aujourd'hui, mais elle prête encore et elle sélectionne les meilleurs dossiers. Joël, je suis désolé, hein. J'ai passé 3 minutes? Ah ouais, je suis désolé. En plus, aucune question. Et là, tu as déjà fait les 3 minutes. Moi, j'ai fait le tour. Joël, carton vert. Si tu commences bien, en plus, tu commence démarres bien. à peine ta session.
Là, les cotes vraiment viennent de changer après ton intervention. Oh, comment il nous parle. Allez, Bon, slide. en tout cas, donc pour Il nous casse. corroborer un peu ce que tu nous dis, Joël, à l'instant, tu m'as envoyé un petit visuel qui est assez intéressant par rapport au taux et leur évolution aussi. Je vais mettre à l'écran puisque donc la situation fait que les taux ne cessent de monter. Je pense que tout le monde en est conscient. Mm. Et on va aussi en parler ensemble pour savoir est-ce que tu penses ou pas que ça va s'arrêter ou continuer. Donc là, je projette à l'écran. Hop, je vais mettre en plein écran pour que vous le voyez bien. Donc, les taux actuels le 1er mars. Un petit commentaire, Joël, par rapport à ça? Alors, c'était au mois de mars. Moyenne des taux, ça dépend des régions, en sachant qu'en Île-de-France, on n'est pas très bien lotis. Ce qui montre que la hausse des taux, ça fait depuis 14 mois en gros que les taux augmentent. C'est dû au fait que la Banque centrale européenne, la BCE, a augmenté pour la 6e fois en un an ses taux directeurs pour maîtriser l'inflation. Donc les banques commerciales empruntent aujourd'hui auprès de la BCE à environ 3,50% puisqu'ils ont augmenté mi-mars, je crois, les taux de la BCE, contre 0% avant juillet 2022. Donc les taux de refinancement sont plus élevés pour les banques et elles répercutent sur les taux d'emprunt. Aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à ce que les banques prêtent en deçà de 3% alors qu'elles rémunèrent le livret A à 3%. Donc, il faut s'attendre à ce que les taux grimpent à 3,5-4% pour que les banques retrouvent une marge raisonnable. Et je pense qu'après, enfin, d'après ce que j'ai pu lire auprès de différents intervenants, on va avoir une période de stabilisation. Je dirais pour à partir de mi-année 2023, peut-être pas forcément de stabilisation, mais que les taux augmentent moins. Et là, je sens que tu vas me dire que je dépasse les 3 minutes. Et pour qu'à moyen terme, si l'inflation s'atténue, c'est le but quand même de l'augmentation des taux de la BCE, qu'on retrouve des taux qui vont à la baisse courant 2024. Voilà, c'est D'accord. difficile de se projeter, hein, j'ai pas une boule de cristal, mais voilà ce qu'on lit un petit peu dans les tendances. Et là, par rapport au taux d'usure donc, qui a évolué, Joël, donc qui est passé en mensuel, qu'est-ce que ça va changer réellement pour les emprunteurs? Et tu me fais 3 questions d'emblée, quoi, là. Ça y est, après je parle plus. Alors le taux d'usure, il nous bloquait parce qu'il était fixé pour un trimestre. Donc c'est vrai qu'on avait une fenêtre de tir qui était limitée. Les banques nous envoient, nous courtiers, les barèmes tous les mois, voire tous les 15 jours pour certaines. Donc, un taux d'usure qui était révisé par trimestre, on avait une fenêtre de tir limitée, on avait 15 jours, 3 semaines pour présenter les dossiers, parce que les banques, après, augmentaient les taux 15 jours après, voire un mois après. Donc, le 3e mois, avec le taux d'usure du trimestre, on n'arrivait pas à sortir les dossiers. Donc là, c'est un petit peu plus facile pour le taux d'usure, mais le fait qu'il soit révisé tous les mois, ce qui me met un petit peu en colère, c'est qu'il est beaucoup plus élevé pour les prêts à la consommation, plus de 20% pour les réserves d'argent, quand on sait que ce sont ces prêts-là qui sont responsables du surendettement des emprunteurs. D'accord. Donc Alors, oui, ça nous laisse un petit peu ça nous libère de la marge pour emprunter. il y a 2 questions en commentaire qu'on va traiter maintenant qui se rejoignent un petit peu. Premièrement, Samuel, donc, qui a laissé une question qui dit donc: «Je suis en CDI, mais revenu via micro-entreprise. Comment le justifier? Est-ce qu'il faut des factures? Est-ce qu'il faut autre chose?» Donc on sait que pour les salariés, faire un dossier d'emprunt, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est assez classique. Dès qu'on sort un peu de ce cadre, c'est plus compliqué. Comment ça se passe, Joël, par rapport à ça? Alors entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est ça? Tout à fait. On va prendre les revenus qui sont imposables, qu'il va mettre dans sa déclaration. Mais il faut un D'accord. historique. Il faut un historique Oui, de 3 au, exercices, si je ne me trompe pas. au moins minimum 2 ans, voire 3 ans, c'est l'idéal, tout en sachant que s'il y a une évolution importante de ces revenus, ça sera pris en compte avec une projection. Tout dépend du secteur d'activité. En tout cas, Samuel, si tu veux creuser un peu le sujet, envoie un message à Joël par la suite, hein, sur LinkedIn éventuellement. Et il y a aussi Louis Andrieux qui demande: «Est-ce qu'on peut emprunter en SASU
ou en crédit in fine pour dépasser le taux de 33% d'endettement? Je pense pour ouvrir un peu la question, est-ce qu'il y a des moyens de s'endetter à plus de 33 ou 35% d'endettement? Le fait que ça soit en SASU, ça permettrait d'emprunter au-delà de 35. C'est la C'est sa question? question, tout à fait. A priori, non. On a, en prêt hypothécaire, pour, un investissement patrimonial, si vous êtes déjà propriétaire d'un bien, on peut prendre un prêt hypothécaire et endetter jusqu'à 40 pour certains profils. Mais le fait que ça soit en SASU, non. Et après, crédit in fine, c'est la même chose. Crédit in Oui, c'est la fine, même chose. en l'occurrence, on prend en compte la charge du prêt. Donc Mmh. là, en plus, sans, enfin, par rapport à ça, les intérêts à rembourser notamment. Mais en l'occurrence, ça vient aussi rentrer dans le calcul classique de l'endettement. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Ok, Joël, est-ce que aujourd'hui tu aurais un profil type d'emprunteur à qui les banques prêtent encore? Est-ce qu'il y a des dossiers, on sait dès le départ que c'est impossible, ça ne passera pas sur différentes typologies de personnes, et à l'inverse, des gens où on sait que malgré la situation, ça passera forcément? Je dirais que les critères principaux, c'est ne pas dépasser 35 d'endettement, avoir un apport suffisant, au moins un minimum les frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier, ce qu'on appelle les frais annexes, frais de dossier, frais de courtage s'il y a. Heu, avoir une visibilité, bien préparer son dossier en amont, en tenant compte des charges actuelles et des charges à venir de l'emprunt, qu'il n'y ait pas un saut de charge trop important. C'est-à-dire que si vous payez un loyer aujourd'hui et que vous avez une capacité d'épargne faible, ça m'étonnerait qu'on vous prête, si vous avez 1 000 € de loyer et que vous passez à 1 500 € de remboursement d'emprunt et que vous n'avez pas une capacité d'épargne de 500 € tous les mois aujourd'hui, ça va être plus compliqué, quoi. Et on prête encore sur, des primo-accédants pour des jeunes de moins de 31 ans à 110, c'est-à-dire qu'on finance le prix d'achat et les frais de notaire, mais c'est pour les jeunes. Et ça tend à devenir, complètement enfin, vraiment difficile, surtout en Île-de-France. Ça se fait plus en province, d'après ce D'accord. que j'ai vu. Alors, le temps passe vite. Désolé, Joël, on va devoir avancer un petit peu. Dernière question par rapport à la situation bancaire. Est-ce que pour emprunter, tu viens d'en parler, je pense, mais pour résumer, est-ce qu'il faut forcément un apport? Les banques choisissent les dossiers, prennent les meilleurs aujourd'hui. Donc celles qui ont plus d'apports, voire le plus d'épargne. À côté de ça, lorsqu'on présente un financement, c'est notre métier de tous les jours, courtier, c'est de mettre en atout enfin de mettre en avant tous les atouts d'un dossier, c'est-à-dire, l'épargne, heu, qui existe, qu'elle peut être, amenée au sein de la nouvelle banque qui va être, destinée à financer le bien. Heu mais je dirais que c'est surtout avoir un minimum d'apport, voire, les banques demandent 10 d'apport supplémentaire lorsque le DPE est en F et G aussi, lorsque c'est du D'accord. locatif. Mais Donc, pour par exemple, résumer, ce qu'on a vu, pardon, il y a un peu plus d'un an où on pouvait faire du 110 sur du locatif. Je sais pas si Jérémy ou Nico pourront répondre, ça devient quand même compliqué, de financer, des 110 pour des biens locatifs alors qu'il y a plein de déductions fiscales à côté qui sont intéressantes dans l'investissement locatif, notamment la déduction des intérêts du prêt. Mais ça se fait beaucoup plus difficilement aujourd'hui. mais en tout cas, pour résumer, aujourd'hui, se lancer sur un dossier d'emprunt immobilier sans avoir un peu de cash qui pourrait être en apport, c'est un peu suicidaire. C'est un peu mission impossible, quoi. Ok. Bon, Un peu je pense que mission ça fait impossible. un bon résumé. Quelque chose à rajouter pour terminer, Joël, cette petite partie bancaire? Non, je dirais préparez bien votre projet en amont, au-delà d'avoir un avis de faisabilité, peut-être avec votre banque, avec d'autres banques, voire un courtier de votre secteur, qui lui a tout intérêt à présenter au mieux votre dossier et obtenir un financement qui soit adapté à votre stratégie, à votre situation. Heu, bien pré bien prépo présenter son projet en amont, le préparer surtout et pour voir toutes les critères des banques qui changent d'une région à l'autre, d'une banque à l'autre, elles sont vraiment, multiples, quoi.
Merci Joël, bravo. Je t'en prie, Un seul merci. carton J'ai vert. un seul carton. Ah, C'est bien parti. Laissez vos questions en commentaire encore pour Joël éventuellement. Si on a un peu de temps à la fin du webinaire, on pourra lui poser. Là, on va avancer sur un nouveau sujet. Le temps avance très très vite et merci pour vos questions en commentaire, en chat de ce webinaire. Je vois que David Perrus a fait un gros pavé pour Charles Elias. J'espère que tu es prêt, Charles, à y répondre. Tirage au sort du thème suivant. C'est parti. Hop, 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 hop. Et justement, Charles Elias, ça sera à ton tour. Marché financier. Donc, tu m'as Très envoyé bien. un support à partager à nos auditeurs, à nos visionnaires du webinaire que je vais mettre à l'écran, qui va donc nous servir de fil rouge à notre discussion donc, par rapport au marché financier. Charles Elias, en introduction, on a vu que la semaine dernière, le livret A avait fait son record de collecte en février. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que le livret A, c'est un excellent support pour l'épargne de précaution notamment. L'épargne de précaution, c'est vraiment la première chose à constituer quand on veut commencer à développer son patrimoine. Avant de développer son patrimoine, il faut le sécuriser. Et le livret A, vu que c'est un livret qui est garanti, le montant est garanti, donc on ne va pas avoir de fluctuation à la baisse. Et surtout, c'est très liquide. On peut retirer l'argent à tout moment. Donc c'est très bien pour l'épargne de précaution. Néanmoins, avec les niveaux d'inflation qu'on connaît actuellement aux alentours de 6 et un livret A qui a un rendement brut aux alentours de 3 ça nous fait un livret A avec un rendement net de moins 3 donc on perd du pouvoir d'achat en laissant son argent sur son livret A. Donc, ne pas laisser trop d'argent sur son livret A pour se protéger de l'inflation et donc il faut investir. Et donc, il faut investir. Donc là, on va parler des marchés financiers. Donc, par rapport à ça, je vais mettre à l'écran le support que tu m'as envoyé, qui est très, très bien fait. Hop, ça y est, il s'affiche pour tout le monde. Je vais mettre en plein écran, Charles Elias. Comme ça, on va pouvoir balayer ça ensemble. Donc, les marchés financiers, en cette année 2023, on sort d'une année 2022 un peu particulière. On sait, par rapport à tout ce qui s'est passé sur donc notamment l'aspect géopolitique, la guerre en Ukraine, et donc en février 22, les marchés ont fortement dégoupillé. Actuellement, comment est-ce que tu évalues les marchés financiers? Est-ce qu'on est cher, pas cher? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Mmh. Je vois pas en full screen, enfin en plein écran. Peut-être que tu peux mettre en plein écran. Alors, tac, attends. Le C'est en problème, bas à c'est que droite, je le vois en bas à droite, le petit bouton, enfin au milieu. là, est-ce que c'est bon? OK, parfait. Pour que les gens voient un peu mieux parce que bon, encore une fois, là, cette slide, elle peut faire un petit peu peur, vous inquiétez pas. Déjà, de quoi on parle? La valorisation des marchés actions, elle est pas évidente à définir. Déjà, de quoi on parle quand on parle des marchés actions? Ici, je vous ai mis, donc l'évolution du MSCI World, c'est un indice, d'accord? Donc c'est un panier d'actions qui est représentatif des marchés actions, des actions internationales, donc à l'échelle mondiale. Alors, c'est se concentrer sur les pays développés, mais on considère que c'est représentatif des marchés actions. Donc là, on peut voir l'évolution des marchés actions depuis 2008. Ok, c'est surtout la courbe bleu foncé qu'on voit tout en haut. Et pour parler de valorisation, quand on parle de valorisation, il y a différents indicateurs qu'on peut utiliser et on utilise notamment le PE ratio ou cours sur bénéfice. Et c'est notamment le petit encadré que j'ai mis en bas à droite en rouge. Pas la peine de vous perdre dans tous les chiffres. Tout ce qu'on peut voir, c'est que la tendance, elle est haussière, ça on l'observe depuis des décennies, ok, sur les marchés actions. Donc sur le long terme, on a une hausse des marchés actions. Par rapport à sa valorisation actuelle, c'est de savoir, donc on utilise le ratio du PE, donc du cours sur bénéfice, pour savoir est-ce que les marchés aujourd'hui sont chers, le prix des marchés est cher par rapport aux bénéfices qu'on en a eu et qu'on en attend. Donc on voit le PE, qui est la partie gauche du cadran rouge, il est à 18,23 aujourd'hui, ce qui est élevé historiquement. Et le PE FWD, ça veut dire forward, ça veut dire la valorisation qu'on en attend à l'avenir. Donc elle est plus basse. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça veut dire que aujourd'hui, historiquement, je vous passe les détails techniques, mais la valorisation actuelle des marchés par rapport à la moyenne historique est élevée. Donc on considère que les marchés sont toujours chers, même si on a connu une forte baisse, enfin une baisse, une certaine baisse en 2022. Et surtout, on s'attend à ce que cette valorisation, elle diminue à l'avenir. Est-ce que ça veut dire que les marchés vont chuter à l'avenir? Pas nécessairement. Pourquoi?
parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur les marchés financiers dans les mois, années qui viennent. On peut juste savoir que historiquement, sur le long terme, les marchés sont haussiers. Donc, on peut s'attendre à ce que sur le long terme, les marchés continuent à être haussiers, mais à plus court terme, sur les 3, 6, 12 prochains mois, c'est pas impossible qu'on ait une correction qu'on connaît depuis 2022 déjà, c'est-à-dire une chute légère ou moyenne des cours à l'avenir. Maintenant, encore une fois, je dis ça avec des pincettes. On ne peut pas prédire l'évolution des marchés financiers. Peut-être qu'on aura un Covid 2.0 et qu'on va avoir une très forte chute dans les mois qui viennent, ou peut-être qu'au contraire, on va avoir une hausse portée par de nouveaux secteurs, de nouvelles technologies, de nouvelles habitudes de consommation. Donc, les mathématiques, les données historiques nous disent qu'aujourd'hui, on est un petit peu cher et que potentiellement, on aura une correction dans les mois qui viennent. Maintenant, Corentin, je t'invite à aller juste aller à la slide d'après. Il est quand même important de commencer à investir dès maintenant, notamment via du DCA. On va en parler pour la question 2. Pourquoi? Parce que le meilleur moment, ce que je dis souvent pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Commencez à vous exposer au marché financier. Dans tous les cas, il ne faut pas investir en one shot. D'accord? On va en parler juste après. Mais commencez à investir un petit peu, vous exposer. C'est la clé de la réussite pour les marchés financiers, c'est d'être exposé sur le long terme. Et donc, ça nous amène à la question 2, Corentin. Tout à fait. Pour Vas-y. corroborer un peu ce que tu dis, Charles Elias, il y a toujours une bonne raison pour ne pas investir. Il y aura Ouais. toujours, je pense, un moment, une situation économique, géopolitique, politique qui sera complexe, qui vous dira, bah non, c'est pas le bon moment, ça sera dans 3 mois, dans 6 mois, puis dans 3 mois, dans 6 mois, finalement, même chose. Je pense que là, depuis 2018, on voit que tous les ans, il se passe des choses. Que par rapport à ça, en effet, les marchés peuvent être amenés à varier, mais qu'au final, celui qui n'a rien fait depuis 2018, il n'est pas forcément mieux loti maintenant qu'à l'époque. Donc, en effet, pour se protéger de ça, de ces variations, le DCA, on va en parler maintenant, Charles Elias, c'est une bonne solution. Comment ça marche? Est-ce que tu pourrais résumer un peu la pratique du DCA? Ouais. Alors, c'est simple, hein, quand vous allez vouloir commencer à investir, il y a 2 grandes façons. Vous pouvez soit dire: «Je vais investir un gros capital que j'ai aujourd'hui de disponible, que j'avais épargné d'un coup», soit je décide de l'investir un petit peu chaque mois, de lisser mon entrée sur le marché. C'est ce qu'on voit ici en haut, c'est ce qu'on appelle le lump sum. Le lump sum, c'est investir tout d'un coup et en dessous, on voit le DCA, le dollar cost averaging, qui consiste à investir une petite partie de son épargne chaque mois. L'énorme intérêt et ce que je recommande à 99 des particuliers, c'est de rentrer sur les marchés via du DCA, du dollar cost averaging. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir lisser votre prix d'entrée sur les marchés et dans tous les cas bénéficier des évolutions futures des marchés. Pourquoi? Parce que si demain les cours baissent, eh bien vous allez acheter plus de titres à un prix plus faible. Si vous investissez sur le long terme, c'est une bonne chose. Et si jamais les cours montent, vous allez pouvoir voir votre capital investi prendre en valeur. C'est également une bonne chose. C'est pour ça que investir en DCA, ça va vous prémunir, ça va vous protéger de la question fatidique du est-ce que c'est le bon moment pour investir? C'est toujours le bon moment pour commencer à faire du DCA, du dollar cost averaging. Donc là, tu peux aller juste sur la slide d'après, s'il te plaît. Et donc, quelle est la meilleure manière d'appliquer le DCA? Bah, déjà, le DCA, c'est la meilleure manière de commencer à investir. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait du DCA? Eh bien, on fait du DCA avec une petite partie de son épargne. Idéalement, 10, 15, 20%, ça dépend de vous, ça dépend de vos revenus, de vos habitudes de consommation. Pour assurer cette capacité d'épargne, moi, je recommande d'épargner en début de mois, donc en début de mois ou au moment où vous allez percevoir vos revenus, votre salaire, peu importe. Comme ça, vous êtes certain d'épargner et d'investir cette somme chaque mois. De ne pas attendre, ça refait écho à ce que tu disais juste avant, Corentin. Ne pas attendre, rester exposé le plus longtemps possible au marché financier, c'est la meilleure façon de se prémunir d'un risque de perte en capital et surtout, ça va vous permettre de profiter des intérêts composés sur le long terme. Et enfin, tenir le DCA dans le temps. Encore une fois, le temps, c'est votre meilleur allié pour être gagnant sur les marchés financiers. Plus vous serez investi longtemps, plus votre risque de perte est faible et plus vos gains potentiels sont élevés. Par rapport au DCA, donc, qui est une stratégie qu'on peut appliquer, Charles Elias, il y a différentes enveloppes possibles pour faire du DCA ou même ne serait-ce qu'investir. Donc, on va en parler maintenant. Vous les voyez à l'écran. Alors, si tu pouvais résumer un petit peu donc, les différentes enveloppes disponibles et qu'est-ce qui les différencie?
Ouais. Alors, pour investir en bourse, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire depuis n'importe quel compte. Vous avez besoin d'une enveloppe fiscale. Vous devez le faire à travers une enveloppe fiscale. Il en existe trois grandes en France, le PEA, l'assurance vie et le compte titre. Je vous passe les détails techniques de chacune, vous les avez à l'écran, mais en clair et en bref, en quelques mots, le PEA, c'est majoritairement pour investir sur des titres européens, ok, français entre autres. Vous ne pouvez en avoir qu'un par investisseur et il y a une fiscalité qui est avantageuse. Quand votre contrat a plus de 5 ans, d'accord, vous allez avoir une fiscalité, au lieu de payer 30% sur vos plus-values, vous allez payer que 17,2. Par contre, il y a un plafond de versement. L'assurance vie, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ça va vous permettre d'investir dans n'importe quel titre. Ça va dépendre de votre assureur. Votre assureur va choisir les produits, les unités de compte disponibles dans votre contrat. Et pareil, une fiscalité avantageuse après 8 ans cette fois. Par contre, il y a des frais de gestion. Et enfin, le compte titre, c'est la poche la plus flexible. Elle va vous permettre d'investir dans le monde entier. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Par contre, il n'y a pas d'avantage fiscal dans un compte titre. Vous allez être dans tous les cas imposé à 30% à la flat tax ou bien au barème progressif. Et par contre, il n'y a pas de frais de gestion. Donc finalement, ces trois enveloppes ont chacune leurs avantages. La fiscalité avantageuse du PEA et de l'assurance vie, l'univers d'investissement plus large du compte titre, mais les frais de gestion de l'assurance vie, le plafond de versement du PEA. Donc il peut être intéressant, et là je t'invite, Corentin, à aller juste après. Les enveloppes présentent donc chacune des avantages. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ce qu'on appelle prendre date. Prendre date, ça veut dire de commencer dès maintenant à ouvrir un PEA et ou une assurance vie pour commencer à faire tourner le compteur des années et avoir accès à l'avantage fiscal le plus tôt possible. Donc même si vous n'allez pas investir énormément ou tout le temps dès aujourd'hui, ouvrir un contrat d'assurance vie ou ouvrir un PEA, ça va vous permettre de profiter de l'avantage fiscal plus rapidement, plus tôt. Donc voilà un conseil que je peux vous donner. Ok, Charles Elias, donc on peut aussi, si on souhaite être exposé aux bourses étrangères, soit via des ETF, soit via des titres directement, donc, mais, par exemple sur le Nasdaq ou le Dow Jones. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à investir à l'étranger? Oui, il y a clairement un intérêt d'investir à l'étranger. Alors, l'étranger, c'est en tout cas par rapport à la France. Ça, c'est un biais classique qu'ont les investisseurs français. Quand on entend parler de bourse, beaucoup entendent CAC 40. La réalité, c'est que la bourse est beaucoup plus large que le CAC 40. Le CAC 40, c'est la bourse française, mais il existe des bourses américaines, japonaises, chinoises. Donc, il existe des indices, hein, les paniers d'actions, qui sont représentatifs des marchés internationaux. Et les données empiriques, les données nous montrent que, là, je vous ai mis les courbes d'évolution du CAC 40, donc la bourse française, du MSCI World, je vous en ai parlé juste avant, c'est les marchés actions mondiaux, et du S&P 500, c'est la bourse américaine. Voilà leur évolution depuis les années 90, début des années 90. Qu'est-ce qu'on voit de ce graphique? On voit que les marchés français, la bourse française, est moins performante. On voit en haut, c'est le compound annual growth rate, c'est le rendement annualisé. Il est d'environ 7% pour les actions françaises, contre près de 9% pour les actions mondes et plus de 10% pour les actions américaines. Donc le CAC 40, la bourse française, est moins performante. Et surtout, on peut le voir juste à droite, c'est la standard deviation, c'est ce qu'on appelle la volatilité. La bourse française est plus volatile. Donc, la bourse française est moins performante et plus volatile que les actions, par exemple, américaines ou internationales. Donc, il est tout à fait intéressant de s'intéresser à des bourses étrangères. Maintenant, et là, je t'invite à aller juste à la slide d'après, Corentin, merci. On ne sait pas comment vont évoluer les marchés financiers à l'avenir et c'est pas impossible que la prochaine décennie, on voit une domination des actions françaises ou européennes plus généralement. Je ne sais pas, hein, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je n'ai pas encore sorti ma boule de cristal. Donc, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, il est important de diversifier géographiquement, pas se restreindre aux actions françaises, et de diversifier également sectoriellement, de ne pas s'exposer qu'à un seul secteur. Donc attention aux biais de familiarité et intéressez-vous aux bourses internationales. Ok, Charles Elias. Aussi en bourse, on peut donc à la fois miser sur la plus-value à la revente, on achète à un prix qu'on vend plus cher plus tard, mais aussi la partie dividende aussi est très importante. Comment est-ce que ça marche et est-ce qu'on peut devenir riche grâce aux dividendes? Alors, question
qu'on m'a beaucoup posé et beaucoup de personnes entendent parler des stratégies à dividendes comme une façon de se créer des revenus passifs, hein. Alors pour rappel, un dividende, c'est quoi? C'est une fraction du bénéfice de l'entreprise qui est reversée aux actionnaires. Les actionnaires, c'est les personnes qui détiennent une ou plusieurs actions de l'entreprise. Donc, quand vous détenez des actions, certaines entreprises versent des dividendes chaque trimestre, semestre, annuellement, et donc vous allez recevoir du cash, enfin sous forme de liquidité. La réalité, c'est que les dividendes n'enrichissent pas les actionnaires. Pourquoi? Parce que quand vous détenez une action, d'accord, elle vaut une certaine valeur, elle a une certaine valeur, et lorsque vous allez percevoir un dividende, le cours de la valeur de cette action, d'accord, est diminué du même montant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, quand vous percevez des dividendes, vous ne faites que convertir une partie de la valeur de l'action en liquidité, en cash. Finalement, percevoir des dividendes, ça ne vous enrichit pas plus que lorsque vous allez à un distributeur et que vous retirez de l'argent de votre compte bancaire. Vous ne faites que convertir une partie de l'argent du digital vers votre compte, à vous, ou en cash. Donc, et ça c'est la slide juste après, merci. Donc, vous ne pouvez pas, on va dire, devenir riche grâce aux dividendes. Vous ne faites que, convertir une partie de la valeur de l'action en cash et pour sortir votre capital, parce qu'il y a bien un moment, vous allez vouloir profiter de l'argent et du capital que vous aurez développé grâce au marché financier. Pour faire ça, il est plus intéressant de réaliser des rachats progressifs. Ça veut dire vous allez avoir, par exemple, 100 € d'actions d'une enfin 100 € d'une action et vous allez progressivement racheter, donc vendre. Des rachats progressifs, c'est vous allez vendre une partie de vos actions pour convertir la valeur en cash. C'est beaucoup plus efficient, d'accord, que des dividendes qui, finalement, ne vous enrichissent pas. Dernière question, Charles Elias, à te poser avant de laisser la main à tes collègues. Sur un patrimoine global, les marchés financiers, quelle part est-ce qu'ils doivent représenter? Ouais, alors ça, bien évidemment, ça va dépendre de votre profil d'investisseur. Le profil d'investisseur, en général, on essaie de catégoriser, le profil entre les profils prudents, équilibrés ou dynamiques. La réalité, elle est plus nuancée. Il faut plus voir le profil d'investisseur comme un spectre et vous allez vous positionner plus ou moins loin sur ce spectre. Ici, je vous ai mis, par exemple, un tableau avec les différents critères qui vous permettent de savoir si vous êtes plutôt prudent, équilibré ou dynamique. Vous allez peut-être être plutôt équilibré sur certains critères et dynamique sur d'autres. Donc, vous auriez un profil à la frontière entre l'équilibré et le dynamique. La réalité, c'est que de ces critères, tous n'ont pas le même poids, n'ont pas la même importance. Donc, je vous invite à surtout vous pencher sur les critères d'horizon de placement. Si vous avez un horizon de placement long terme, vous pourrez prendre plus de risques et donc avoir une part de votre patrimoine plus importante qui est dédiée au marché financier. Au contraire, si vous avez parce que encore une fois, les marchés financiers sont volatiles et ils s'apprécient sur le long terme. Au contraire, si vous avez plutôt un profil prudent, vous allez moins vous exposer aux marchés financiers et aller vers des actifs plus sécurisés, plus safe. Et là, la slide juste après Corentin, s'il te plaît. Donc finalement, voilà, si jamais vous avez un profil dynamique, vous pouvez aller vers des actifs plus risqués, exemple les actions. Et si vous avez un profil plus défensif ou plus équilibré, allez vers des actifs moins risqués, les obligations, le fonds euro, les livrets ou même un petit peu l'immobilier. L'immobilier est risqué mais moins volatile. In fine, ce que je vous recommanderais, ça serait d'utiliser votre capacité d'épargne, donc chaque mois l'épargne que vous pouvez constituer pour investir sur les marchés financiers et exploiter votre capacité d'endettement pour investir en immobilier, faire appel à l'effet de levier. Mais pour ça, mes collègues vous en parleront un peu mieux que moi. Ok, super Charles Elias. Alors on va quitter le plein écran du document, parce qu'il y a des questions qui sont arrivées donc, sur le chat, donc, notamment celle de David qui te demande, donc qui suit ton podcast Le Grand Bain avec grand intérêt, bravo. Voilà, donc Charles Elias, donc Merci David. podcasteur, pour ceux qui ne le savaient pas, donc il demande par rapport aux ETF, est-ce que tu as un tracker donné sur lequel investir, un que tu aimes bien éventuellement, ou est-ce que alors qu'est-ce qu'il demande? Via des versements programmés ou est-ce que tu préfères acheter un titre en 3 fois, par exemple? Alors la question est un peu longue. Oui, je ne suis pas sûr de comprendre non plus. Du coup, David, tu demandes est-ce qu'il faut faire sur un seul tracker, un seul ETF, ou est-ce qu'il vaut mieux faire
acheter X titres ou bien diversifier avec d'autres trackers? Bah, encore une fois, hein, la réponse, si je l'ai bien compris, pour moi, il faut adapter ton portefeuille d'investissement, donc la composition de ton portefeuille, les titres que tu fais, que tu vas mettre dedans, en fonction de ton profil d'investisseur. Donc je ne peux pas recommander un ETF en particulier, parce que ça va dépendre du niveau de risque que tu peux te permettre de prendre. Dire, tu peux prendre 100 de ton portefeuille dans un ETF MSCI World, c'est pas impossible de le faire. Maintenant, c'est potentiellement pas adapté au niveau de risque, pour toi. Si jamais tu as plutôt un profil équilibré, être 100 action avec du MSCI World, c'est trop risqué. Il faudrait également rajouter des obligations, des ETF obligataires, du fonds euro, et cetera. Donc si jamais c'est ta question, pour moi, voilà, il faut adapter, le niveau de risque, donc le poids des actifs risqués, le poids des actions, en fonction de ton profil d'investisseur. Après, donc, on a aussi Florian qui demande pour le DCA, sur quelle plateforme investir en DCA? Bon, en fait, partout, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors là, on va pas vraiment faire de publicité, mais le DCA, l'important, c'est de trouver une plateforme, voilà, où, selon ton enveloppe fiscale, il faut limiter les frais, d'accord? Donc sur PEA, les plateformes, en général, les courtiers en ligne proposent des frais plus faibles, donc c'est plus intéressant de s'exposer enfin, d'aller vers des courtiers en ligne, et après pour compte titre, voilà, pareil, en général, globalement, voilà, tout ce que je peux dire, c'est les courtiers en ligne proposent des frais moins élevés, ils sont plus intéressants. En tout cas, il y a beaucoup de questions sur le chat. Désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il faut que chacun puisse intervenir. Une question alors posée j'ai vu par Samuel qui demande si ça vaut le coup de garder un PEA après 8 ans. En l'occurrence, oui. Alors, ça dépend aussi le PEA, comment est-ce qu'il est composé, mais normalement, il n'y a pas de raison de le fermer. Là, tiens, je viens de voir, là, tu as répondu dans tes slides, en fait, voilà, David, effectivement, il vaut mieux investir en plusieurs fois. Je viens de voir la bonne question pour David. Vaut mieux investir en plusieurs fois. Et les autres questions, Le il doit PEA, avoir un PEA en gestion. Pardon? le PEA peut se transférer aussi pour répondre à la question de Corentin. Il peut se Après transférer les sur un 8 ans. nouveau PEA. Oui, tout à fait, on peut transférer un PEA. Et plutôt avoir un PEA en gestion pilotée, du coup, de Florian. Eh ben, écoute, ça dépend de tes compétences et du temps de gestion que tu souhaites avoir dans tes investissements. Si tu souhaites passer 0 seconde et que tu ne sais pas du tout quoi mettre dans ton PEA, oui, la gestion pilotée est une option. Par contre, si tu souhaites gérer ça par toi-même, te former et donc bypasser certains frais inhérents à la gestion pilotée, eh bien, vaut mieux prendre un PEA en gestion libre, auquel cas tu pourras choisir les titres à mettre dedans. Après, je pense que ce qui est bien pour démarrer, Charles Elias, et on va conclure avec ça, c'est que si on est un peu incertain, mais intéressé, on peut démarrer avec une faible somme pour voir un peu comment ça se passe éventuellement. Mettre 50, 100, 200 euros, acheter soit ses ETF, soit ses titres. Et éventuellement, une fois que peu à peu, on s'est familiarisé avec la plateforme et avec le support, on peut pourquoi pas avoir une stratégie beaucoup plus importante. Dans tous les cas, je ne recommanderais jamais de mettre une grosse somme d'un coup, surtout si on n'a pas d'expérience. C'est pour ça que le DCA dont on a parlé plus tôt est une méthode d'investissement adaptée à tout type de profil et que ce soit avec 50, 100 euros, 200 euros, peu importe. L'important, c'est de commencer à investir pour se familiariser avec la volatilité des marchés financiers, avec le fait de ne pas être scotché sur son téléphone pour suivre, la valeur de son portefeuille boursier. Ça, c'est naturel quand on démarre, mais ça s'estompe avec le temps. Donc commencez dès maintenant, et idéalement, avant d'investir, formez-vous. Belle conclusion. Merci Charles Elias pour ton intervention riche et synthétique. On va enchaîner sur le sujet suivant. Est-ce que vous êtes prêts? Continuez en commentaire à laisser vos messages. Je vois que la crypto, on demande un avis. Alors la crypto, je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui. Je t'avoue que Guillaume, on n'a pas beaucoup de temps. Donc déjà, les sujets abordés sont assez riches. La crypto, ce n'est pas le thème de l'émission. Mais on pourra en parler éventuellement plus tard, si tu le souhaites. Nouveau sujet, Jérémy, immobilier ancien. Sujet aussi important, on en parle beaucoup dans les médias par rapport à tout ce qui est DPE, rénovation énergétique. C'est un peu la fin du monde par rapport à l'IMO ancien. Je vais prendre mes petites notes pour poser des questions. Tu m'as aussi envoyé un beau visuel par rapport à tout ça. Déjà, pour résumer, Jérémy, qu'est-ce qui change par rapport au DPE là en 2023?
Ah bah, le DPE, il a beaucoup d'impact maintenant aujourd'hui depuis la loi climat. Donc, du coup, ça va engendrer beaucoup des interdictions de location. Le Parlement européen a fait aussi, vient de voter l'interdiction de vente. Donc, on va voir si ça va être réellement appliqué ou pas en fonction du Conseil européen qui va prendre la décision après. Mais globalement, alors depuis 2022, il y a un gel des loyers sur les DPE G et F qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les passoires énergétiques. Donc ça va être les DPE G, F et G. En 2023, il y a déjà une interdiction de location. Alors c'est un peu technique, mais il faut dire qu'on est au-delà de 450 kW par heure, par mètre carré, par an. Donc là, on est déjà en interdiction de location déjà en 2023. Donc ça, c'est vraiment les G+, ce qu'on va acheter. Il y a le DPEG qui est la dernière note en été, et puis une catégorie de ce DPEG est déjà interdit de location. Donc on est déjà obligé pour les propriétaires de faire des travaux. 2025, donc c'est le DPEG qui va être interdit, 2028, le DPEF, et 2034, donc le DPE. Donc en fait, l'objectif, c'est clairement de ramener tout le monde, alors, en 2034, on verra, vers un DPED, ça va engendrer beaucoup d'impact parce qu'en fait, les coûts des rénovations ne sont pas du tout négligeables en fait. Hein. Ça peut être des gros coûts de rénovation, surtout que les rénovations ne sont pas forcément toujours possibles. C'est ce qui complique un peu la tâche quand on est quand on a un DPE qui nous conseille une isolation par l'extérieur, par exemple, donc concrètement un ravalement où on va plaquer de la laine de verre sur la façade pour mieux isoler. Sauf que quand on est dans Paris et qu'on est en zone, ça s'appelle ABF, Architecte des Bâtiments de France, globalement, c'est des personnes qui sont censées protéger le patrimoine, ils nous interdisent l'isolation par extérieur. Donc la solution, c'est l'isolation par intérieur, mais l'isolation par intérieur, on perd du mètre carré. Quand on perd du mètre carré à Paris à 10, 15 000 euros le mètre carré, ça commence à piquer. Voilà. Donc clairement, ça va avoir un gros impact. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est un gros impact sur le marché puisque on a déjà une baisse, on a vraiment un décrochage des prix entre un DPEG et un DPED, par exemple. Aujourd'hui, ça peut aller 10, 15, 20% selon les villes et les localisations exactes. Alors, bien sûr, il n'y a pas de moyenne, c'est compliqué d'avoir des moyennes, mais on observe déjà des décrochages de prix. Ce qui peut amener des D'accord. bonnes affaires, attention, hein. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose non plus. Justement, ma question qui allait suivre par rapport à ça, Jérémy, c'est aujourd'hui, je veux investir dans l'ancien. Forcément, donc le Ouais. DPE, c'est une variable hyper importante à prendre en compte. Donc déjà, il faut y faire attention avant d'investir. Est-ce que ça va amener à tirer les prix vers le bas ou en tout cas changer un peu la manière de voir les choses? Toi qui es dans le métier, comment ça évolue de ton côté? Ouais, tout à fait. Alors, ça tire vers les prix vers le bas ou vers le haut selon la note. Hein. Aujourd'hui, quand on est sur un DPED, donc un excellent DPE, puisqu'il n'est pas touché, entre guillemets, par la loi, il n'est pas touché par l'interdiction de location, c'est des produits qui vont se vendre effectivement plus cher aujourd'hui, parce que plus rare, il n'y a pas de travaux, en tout cas, il n'y a pas un prévisionnel de travaux énergétiques à faire, pas de budget à allouer. Donc, clairement, aujourd'hui, on voit que les DPED se vendent que la moyenne, globalement, alors que les DPEG, complètement, vont se vendre bien en dessous de la moyenne, puisque pour pas acheter d'un G en D, c'est quand même des gros investissements. C'est pas forcément c'est pas des petits investissements, ça va être du double vitrage, ça va être de changer tous les convecteurs, ça va être de l'isolation par intérieur. Et en fait, les artisans, comme ils sont sous l'eau, il y a une augmentation des prix des matériaux aussi. Il y a plusieurs phénomènes qui se passent en même temps. Il y a à la fois le côté financement, comme a dit Joël, donc la remontée des taux. Il y a le côté les matériaux de construction qui augmentent également. Les artisans qui sont surbookés, donc ils augmentent les prix de la main-d'œuvre aussi. Donc en fait, tous ces phénomènes-là, ce qui fait que ce qui est marrant, c'est que même si sur le papier, il y a une baisse des prix, au final, quand on calcule le coût final avec travaux inclus, il n'y a pas une si grande baisse de prix que ça, puisqu'en fait, il y a l'augmentation des taux, donc oui, les prix baissent, mais les intérêts augmentent, les coûts des matériaux augmentent, il y a plus de travaux à prévoir, donc en fait, ça s'équilibre un peu aussi. Et c'est là où il faut faire attention à toutes ces composantes avant d'investir. Surtout, faites passer les artisans. Moi, je vous conseille vraiment aujourd'hui d'avant d'acheter une passoire. Alors, soit vous y connaissez très bien en travaux et ça c'est bien puisque vous pouvez évaluer vous-même.
soit faites passer un ou deux artisans en amont pour voir le devis, puisque ça peut beaucoup évoluer selon la ville. Il y a des villes où clairement les artisans sont sous l'eau, donc ça va vous coûter très cher. D'autres où il y a plus de concurrence entre artisans, donc il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont présentes, donc ça va vous coûter un peu moins cher au mètre carré. Donc ça va, c'est vraiment selon les villes, selon les endroits. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire passer un artisan. Une question par rapport à ça, Jérémy, sur le chat, de Samuel qui demande si le DPE, ça existe aussi chez les voisins européens. Alors, je ne sais pas si tu sais si c'est une pratique qui est aussi courante ailleurs. Je pense que oui, théoriquement. Mais après, est-ce que c'est sur les mêmes normes que la Oui, France? alors théoriquement, j'aurais dit oui. Là, je pourrais pas dire. Je suis pas du tout spécialiste sur l'Europe. Peut-être que quelqu'un sait ici, mais moi, je suis pas du tout spécialiste. En tout cas, je sais que l'Europe veut interdire les passoires globalement. En Europe. D'ailleurs, ils veulent interdire de vendre en Europe les passoires énergétiques. Donc, mécaniquement, je suppose qu'il y a des DPE et un peu équivalents au niveau européen, ou alors que ça va s'harmoniser dans les prochaines années. Ça paraît très logique en tout cas que si la France fait des efforts par rapport à ça, on est aussi un effort tout à fait au niveau du continent global. Pascal aussi demande par rapport au DPE, donc toutes les situations où les travaux peuvent être bloqués, type immeuble haussmannien, copropriété qui bloque les travaux. Est-ce que ça a un impact? Comment ça se passe par rapport à ça? Puisque si les travaux sont bloqués, on ne peut pas rénover, donc le DPE reste aussi bloqué donc sur les passoires énergétiques. Est-ce qu'il y a des donc, exceptions sur ce type de bien? Compliqué. Compliqué. Il peut y avoir des exceptions. Alors, dans la résidence principale, par exemple, c'est une exception, hein. Faut savoir qu'on parle uniquement d'investissement locatif. Quand on parle de DPE et d'interdiction de location, c'est-à-dire que quelqu'un peut habiter dans un DPEG pour sa résidence principale, il n'y a aucun problème là-dessus. Il ne sera pas viré de chez lui, concrètement. Mais donc, après, c'est exactement là où il y a un gros débat en ce moment. C'est pour ça qu'ils parlent d'un nouveau DPE adapté aux immeubles anciens. Ils commencent à avoir des rumeurs qu'il va y avoir un nouveau DPE là-dessus. Parce que sur un haussmannien, quand on nous conseille un ravalement, globalement avec une isolation par l'extérieur, comme je disais, c'est interdit par les architectes des bâtiments de France qui protègent le patrimoine. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où on sait ce qu'on doit faire pour améliorer, mais on est dans l'impossibilité de le faire par la ville de Paris, par les architectes des bâtiments de France, etc. Donc comment résoudre ça? C'est compliqué. Honnêtement, aujourd'hui, c'est assez compliqué justement d'avoir ces deux ficelles-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire. Aujourd'hui, la réponse, c'est ce qu'on a, c'est juste des dates. C'est juste, voilà, à partir de telle date, c'est interdit, à partir de telle date, c'est interdit, etc. Mais concrètement, c'est un peu débrouillez-vous quoi, au niveau des travaux. Donc c'est là, et même les aides aujourd'hui, alors ça a été un peu relevé, on a eu des augmentations des aides de MaPrimeRénov', on a eu des augmentations des aides des certificats d'énergie, etc. Mais c'est loin d'être suffisant. Aujourd'hui, les propriétaires doivent avancer énormément d'argent. Faut savoir, à titre d'exemple, hein, on est sur un double vitrage, si on doit changer, on a 80 € par fenêtre. Il faut savoir qu'une fenêtre en bois dans un bâtiment un peu sympa, c'est plus autour de entre 3 et 5 000 €. Voilà, pour vous dire, et nous, on a 80 € d'aide. Donc, ce n'est pas les choses qui font avancer au niveau des propriétaires. Il y a des propriétaires qui ont les moyens et qui vont faire les travaux. Par contre, il y en a qui n'ont juste pas les moyens. Donc, il y aura deux choix. Soit ils vont vendre, mais du coup, ça va. Et là, c'est ce qu'on assiste un peu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une accélération des ventes sur les DPE faibles parce que les gens n'ont pas les moyens et que justement, ils veulent s'en débarrasser, entre guillemets. Mais du coup, ça tire les prix vers le bas. Ça, c'est la conséquence justement de ventes massives de DPE G et F. Sachant que les prix de l'ancien commençaient déjà un petit peu à infléchir leur courbe ascendante l'année dernière, parce qu'on a quand même une explosion de l'immobilier aussi post-Covid, hein, je pense qu'on est tous conscients de ça. Ça commençait déjà un petit peu à se calmer l'année dernière, et naturellement, là, le phénomène lié au DPE, ça accentue aussi le ralentissement de la hausse des prix, plus, comme disait Joël aussi, forcément, la hausse des taux immobiliers qui bloque aussi des ventes éventuelles. Donc, c'est une conjoncture un peu particulière. À savoir aussi, Jérémy, que le déficit foncier a été revu en conséquence. En quelques mots, qu'est-ce qui change par rapport à l'an passé? Alors, le déficit foncier, alors, pour expliquer peut-être rapidement ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on loue en nu. Déjà, ce n'est pas en meublé, c'est quand on loue en nu, c'est-à-dire sans meuble.
on a le droit de déduire directement de ses impôts du revenu net global, ça s'appelle comme ça, 10 700 euros au maximum, qui sont un peu reportables sur 6 ans. Par rapport à quand on fait des travaux, on va avoir un déficit. Jusqu'à 10 700 euros, on peut les déduire sur les impôts sur une période de 6 ans. Quand on fait de la rénovation énergétique, maintenant, ça a été doublé, en fait, tout simplement. Ça veut dire qu'au lieu de 10 700 euros, ben, on peut faire 21 400 euros sur une période de 6 ans. Alors, la condition, c'est de passer à un DPED. Mais comme j'ai dit, par exemple, si on a, faut savoir que par exemple dans le DPE, les petites surfaces sont très compliquées. Si on a un studio en DPEG, c'est très compliqué de le passer en D, voire quasiment impossible en fait. Enfin, même on peut injecter ce qu'on veut de travaux, parce que la surface en fait rentre dans le calcul. En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le calcul du DPE, mais la surface en fait partie. Et plus on a un petit appartement, plus il est difficile d'augmenter la note. Donc en fait, on se retrouve avec des studios en G, où même quand on injecte 20, 30, 40 000 euros de travaux, bah, ça ne suffit pas pour le passer en D1. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Faites passer des diagnostiqueurs avant, faites des simulations surtout, faites passer des artisans, et faites passer des diagnostiqueurs sérieux, parce que, attention, celui qui reste 5 minutes pour faire le DPE, il n'est pas sérieux. Un DPE, pour bien le faire au niveau du diagnostic, c'est entre 45 minutes et 1 heure pour tout regarder dans un appartement. Celui qui reste 20 minutes, j'aurais pas confiance sur la note, voilà, clairement. Donc, faites attention là aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les diagnostics. Sur les diagnostiqueurs, il faut l'avouer, c'est des gens. Moi-même, je fais la formation pour devenir diagnostiqueur, pour le dire. Donc, c'est une formation de 2 mois. Voilà, pour tout dire, c'est une formation de 2 mois, assez basique. Donc, les gens sont assez mal formés, faut le dire. C'est des gens beaucoup en reconversion, qui sont assez mal formés, qui deviennent diagnostiqueurs aussi. Donc, il faut faire attention quand le diagnostiqueur passe. Si vous avez un doute, rappelez-en un autre. C'est pas grave. Vaut mieux payer 2 diagnostics plutôt que se planter et de perdre 40 000 euros parce que justement, le DPE a été mal fait. Alors, il y a une question qui demande, est-ce que de ce fait, être noté en DPED, c'est pas mal? En C'est une l'occurrence, excellente note aujourd'hui. dès qu'on évite les passoires, je Voilà. pense qu'on peut être plutôt content. C'est une excellente note. Aujourd'hui, un D, c'est la note que tout le monde recherche après travaux. Donc, globalement, c'est à peu près ça qu'on recherche. Petite question aussi, Jérémy. On voit souvent sur les réseaux sociaux, sur Internet, dès qu'on parle d'investissement immobilier ancien, l'idée du cash flow positif. Cash flow positif, pour résumer un peu la chose, c'est avoir des loyers qui rapportent plus que le coût du crédit lié à l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, faire un bien en cash flow positif, c'est possible? Et si oui, quelles sont les grandes clés pour réussir? Alors, oui, c'est possible, mais il y a plusieurs facteurs qui vont jouer, effectivement. Déjà, l'apport, évident. Plus on met d'apport, plus la mensualité est faible. Donc, forcément, l'apport joue un rôle essentiel dans ce qu'on appelle le cash flow positif. Si on met 10% d'apport ou on en met 50, à 50% d'apport, on peut avoir du cash flow positif un peu partout. Donc ça, mais je pense que ce n'est pas le sens de la question. Donc je vais passer au deuxième, au deuxième point. C'est d'éliminer les intermédiaires, le deuxième point. Je m'explique. Ça veut dire que, par exemple, que vous allez faire une partie des travaux seul, que vous allez acheter les matériaux seul, etc. Ça permet en fait d'optimiser les coûts de son investissement, clairement. Donc ça, c'est un deuxième moyen. Maintenant, ça vous prend beaucoup de temps. Enfin, faut faire le ratio entre temps et ce que vous êtes capable de faire, vos compétences. Si vous êtes bricoleur, que vous savez poser du parquet, que voilà, vous savez peindre, vous savez poser des cloisons, pourquoi pas? Faites-le vous-même, achetez le matériel, achetez les matériaux, faites les travaux, etc. Maintenant, prenez en considération le temps, parce que si vous travaillez, peut-être que vous le faites que les soirs et les week-ends, donc au lieu ça va prendre 1 semaine à un artisan, ça va vous prendre 3 mois à vous. Donc, est-ce que perte de loyer, temps, compétences, est-ce que ça, vous l'avez? C'est ce que moi, j'appelle le rendement entrepreneurial, en fait. C'est comme gérer une boîte, clairement. Ça veut dire que vous allez éliminer les intermédiaires, vous allez faire beaucoup plus de choses vous-même, clairement,
et ce qui permet d'augmenter le cash flow mécaniquement. Et la troisième option, c'est par la gestion locative, je dirais. Donc là, on va passer sur, vous avez la gestion classique. Donc si vous avez un T2, je dirais que vous déléguez tout, vous êtes au centre-ville d'une grande ville, vous êtes à Paris, bon, il n'y aura pas de cash flow positif, concrètement, qu'on se le dise. Maintenant, vous êtes dans une colocation un peu en périphérie d'un centre-ville de province, là, effectivement, vous pouvez commencer à atteindre des choses sympas. Alors attention, qui dit colocation dit étudiant, qui dit étudiant dit on analyse la ville, évidemment, on analyse toute la ville, donc combien d'étudiants, combien de jeunes actifs, elle est où la gare, est-ce qu'elle est bien connectée aux métropoles, enfin il y a toute une analyse en fait de ville à faire avant de s'engager dans une colocation, parce que si vous faites une colocation de 5 chambres, mais il y a 1000 étudiants et il y a déjà 500 colocations dans la ville, ça devient un peu compliqué en fait de se démarquer. Donc comment on se démarque? Pareil, une décoration. La décoration, c'est très souvent sous-estimé dans l'investissement locatif. Généralement, les gens, ils posent 4 chaises en meublé, ils mettent des murs blancs partout. Moi, je ne conseille pas, clairement. Investissez un peu dans la déco. Faites des murs de couleur, faites une décoration un peu tranchée. Vous allez plaire à 10% du marché, mais ces 10%-là, ils seront prêts à vous payer plus cher, en fait, pour rester dans le logement. Non seulement ils vont payer plus cher, mais ils vont rester plus longtemps. Parce qu'en colocation, et ça à prendre en compte dans vos cash flow également, il y a du turnover, c'est-à-dire il y a des rotations de locataires beaucoup plus fréquentes que sur un T2 avec un couple de jeunes actifs, par exemple. Donc ça, faut faire attention à ce que vous apporte la colocation, justement, par rapport à ce que peut vous coûter aussi, en travaux d'entretien, par exemple. En colocation, il y a toujours des petits travaux à faire. Le logement s'use beaucoup plus rapidement, entre guillemets, que de jeunes actifs qui vivent 100% du temps. Voilà. Donc ça peut être une option. La colocation co-living, c'est à peu près le même style, sauf qu'on va le faire généralement sur une maison. On va dire c'est un peu ce qu'on appelle le co-living, c'est la colocation un peu, mais sur des monopropriétés où on va découper une maison, créer 4 chambres de plus avec le jardin, etc. et faire un endroit sympa. Et la dernière option, ça peut être du Airbnb aussi. Parce que effectivement, il est interdit à Paris, il est interdit à Bordeaux. Enfin, c'est très compliqué au niveau de la commercialité. C'est pas interdit, mais très très compliqué. Par contre, il y a des villes où on peut le faire juste 365 jours par an. Et c'est là, ça marche. Je vais citer un exemple. Moi, je le fais à Amiens. C'est une ville qui marche. Clairement, en Airbnb, il n'y a aucune. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à partir de 150 000 habitants, les mairies peuvent avoir la main de limiter le Airbnb. Si on est en dessous de 150 000 habitants, les mairies n'ont pas la main. Donc en fait, la mairie, elle ne peut juste pas faire grand-chose concrètement. Donc dès qu'on est sur des villes, 140 000 habitants par exemple, là, ça tourne en fait, clairement, puisqu'on n'a pas de limitation. Alors, il faut quand même qu'il y ait un attrait touristique. Amiens, j'ai cité Amiens, pourquoi j'investis là-bas? Parce qu'il y a la plus grande cathédrale d'Europe. Qu'il y a le musée Jules Verne, il y a un zoo, il y a les canaux, enfin ça attire quand même des touristes, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi, alors, mais il faut savoir que les touristes, on voit surtout les touristes étrangers, mais il ne faut jamais oublier les Français aussi. Des gens qui viennent passer un week-end, la semaine, etc. Moi, j'ai plus de Français que d'étrangers, en fait. Jérémy, je suis désolé. Ouais. Non, pas de souci. La réponse était magnifique. Franchement, pleine d'exemples, pleine de stratégies, de pistes à explorer. Mais là, par contre, tu as été très fort. Je pense que tu bats le record du webinaire, là. Par contre, ta réponse était tellement pleine de ressources et de valeurs que je pense qu'on pourra l'isoler et en faire une masterclass à elle seule. Mais néanmoins, mon rôle d'arbitre fait que je dois être équitable. Alors, j'avoue que j'ai un peu délaissé mon rôle durant l'intervention de Charles Elias, qui aurait pu aussi en mériter un ou deux. Mais néanmoins, il a eu de la chance. À mon avis, j'ai eu un petit pot de vin avant le webinaire. Mais en tout cas, là, ça mérite un petit carton vert pour Jérémy. Allez. Tac, c'est noté. Jérémy, pour conclure par rapport à ta partie, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner en quelques mots à ceux qui nous écoutent et nous regardent? Ouais, alors acheter un bien immobilier global, que ce soit neuf, ancien, ce que vous voulez, LMNP, nu, ne pensez pas à la défisque, ne pensez pas aux impôts que vous allez économiser, au déficit foncier, c'est vraiment localisation, analyse de la ville, analyse des fondamentaux, comment se développe la ville, c'est quoi la vision du maire, c'est quoi les travaux qu'il envisage, voilà. C'est ça un bien immobilier, c'est ça un investissement immobilier. C'est pas une réduction d'impôts, c'est pas LMNP, le début du loyer, enfin voilà, tout ça peut changer
du jour au lendemain par un gouvernement. En réalité, le MNP, à tout moment, peut sauter. Le Pinel, on a vu que ça a changé. Il va y avoir le Pinel plus, le Pinel a été réduit. Donc, en fait, tout ça, ne jamais baser un investissement immobilier sur la fiscalité, mais sur les fondamentaux de l'immobilier, donc localisation, la ville, les fondamentaux. Voilà. Ok, super. Écoute, merci Jérémy pour ton intervention. Il nous reste 2 thèmes à aborder, parce que je vois que Baptiste Dubois nous fait faux bon. Tant pis pour lui, il n'aura pas son mot à dire. Nicolas, Marie-Caroline, à qui le tour? Suspense. Donc ça, je mets de côté. Et donc, ça sera donc à Marie-Caroline. Donc, pour parler des SCI et structures juridiques. Sujet complexe mais important. Avec pas Vaste mal sujet. d'opportunités aussi pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Tu m'as envoyé aussi un support à partager à l'écran. Tac. Tout Donc, à par fait. rapport aux SCI et structures juridiques. Alors, on va essayer d'être concis, mais c'est un sujet dont on pourrait débattre, je pense, pendant une journée complète sans avoir de réponse à tout. Déjà, pendant que j'ouvre le fichier, Marie-Caroline, SCI, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, SCI, c'est Société Civile Immobilière, et donc c'est une forme particulière de société civile. Société civile, donc ça nécessite l'organisation avec 2 associés. Et société civile immobilière, ça veut dire que son objet social est la détention et la gestion d'un patrimoine immobilier. Donc à l'intérieur, on peut très bien trouver aussi bien de l'immobilier physique que de la pierre papier, que des droits immobiliers, usufruit ou nue propriété, par exemple. Donc la société civile, société à responsabilité illimitée, donc avec une prise de risque un peu plus grande que dans des sociétés commerciales, évidemment. Et c'est un outil qui est plutôt pas mal utilisé en fait depuis quelques temps, en fait beaucoup mis en avant, mais pour lesquels je pense qu'il est nécessaire de remettre un petit peu, de repartir des fondamentaux. Est-ce que tu veux partager Alors, en le toute slide peut-être? transparence, il y a un petit bug. Je pense que ton D'accord. fichier est tellement plein de valeurs que ça fait ralentir mon J'ai fait péter la ordinateur. machine? C'est D'accord, ça, pas tout de à souci. fait. Alors, je pense que ça va. Alors, pas de souci, je l'ai de mon côté, sinon Tac. je peux le commenter maintenant comme ça en direct, il n'y a pas de souci. Donc la Alors, société civile, pour la constituer, comme je vous le disais, donc 2 associés, pas de capital minimum, donc soit par rapport, en numéraire, donc c'est en cash, soit par rapport d'un bien immobilier qu'on détient déjà. Alors attention, effectivement, apport d'un bien immobilier, ça suppose, une fiscalité sur les plus-values latentes. Donc ceux qui auraient l'idée donc d'apporter leurs biens immobiliers directement en société civile, attention, éventuellement une fiscalisation de l'impôt sur la plus-value, donc au titre de la fiscalité des particuliers, plus éventuellement des droits d'enregistrement si l'apport est réalisé à une société à l'IS. On reparlera effectivement un petit peu plus tard de l'option fiscale. donc c'est bon, le fichier est à l'écran, donc tout le monde peut te suivre. Donc Parfait, la SCI, on en a parlé, donc 2 associés minimum et un gérant. Pas d'apport nécessaire, c'est ça. ou en tout cas pas de Si, capital non, c'est pas de nécessaire. capital minimum, pas Oui. de capital minimum, donc 1 Par euro contre, au minimum. naturellement, la SCI doit être composée d'éléments tangibles, j'imagine, pour qu'elle puisse avoir une Soit de vocation à l'argent, exister. soit un bien immobilier, soit après évidemment on peut faire apport aussi de parts sociales de sociétés qui sont également des sociétés civiles immobilières par exemple. On le verra notamment à la constitution des holdings éventuellement. Donc pour Les créer une étapes, SCI, comment ça oui. se passe? Alors comment ça se passe en fait? Tout d'abord, on va dire la colonne vertébrale de la SCI, c'est la rédaction des statuts et c'est clairement en fait l'étape à pas négliger et sur laquelle je pense qu'il faut passer le plus de temps. Pourquoi? Parce que, les statuts c'est le document qui va régir, le fonctionnement de la société, et notamment en fait, toutes les questions relatives donc au pourvoir du gérant. Qu'est-ce qui lui est possible de faire ou pas, sans l'accord des autres associés? La répartition des droits de vote, la répartition des droits à dividendes. Alors, le principe, c'est la répartition proportionnelle aux droits de vote, aux droits dans le capital. Mais là aussi, en fait, la SCI, on le verra tout à l'heure, nous laisse beaucoup de liberté pour le personnaliser au maximum, en fait, à sa propre situation et à ses objectifs. Donc, ne pas faire l'impasse sur ça et surtout, en fait, avoir recours en fait, au conseil d'un expert plutôt que de les prendre sur Internet et d'avoir les mauvaises surprises le moment où on doit retourner lire les règles qui s'appliquent, notamment dans le cadre d'un décès ou d'une mésentente. C'est souvent à ce moment-là qu'on fait référence aux documents qu'on a signés à la Constitution.
Une fois qu'on a rédigé donc nos statuts, on les a signés, on va ensuite à la banque déposer le montant du capital social. Donc, on fait ce versement et la banque nous fournit une attestation. On fait ensuite une publication dans un journal d'annonce légale. Et avec cette attestation et cette annonce, on va constituer donc le dossier de création, le déposer au greffe pour l'immatriculation de la société. Et une fois que le greffe a posé son visa, la société est immatriculée. Elle a donc, à partir de là, sa propre personnalité juridique. Et on peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler comme on veut, effectivement. Ok, donc la SCI est créée. Après, il y a une question qui est hyper importante, c'est la fiscalité par rapport à la SCI, avec deux choix qui peuvent être choisis, tout simplement. Qu'est-ce qui Tout les à fait. différencie? Comment est-ce que ça se passe? Alors, concrètement, en fait, quand on parlait, en fait, des raisons de monter ou pas une société civile, pour détenir un bien immobilier. En fait, une des premières raisons, c'est effectivement le choix de l'option fiscale. Alors, à savoir, quand on parle d'une société civile à l'impôt sur le revenu, en fait, c'est pas vraiment juste parce qu'une société civile, en fait, c'est une société dite semi-transparente. Ça veut dire qu'elle a la fiscalité des associés qui la composent. Si on a, un associé personne physique, on sera effectivement, les revenus seront donc soumis à l'impôt sur le revenu, tandis que si on a un associé personne morale, la fiscalité sera soumise, enfin les revenus seront soumis donc à l'impôt sur les sociétés. Donc pour comparer l'avantage de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu quand on est associé personne physique, c'est ce qui va s'appliquer automatiquement. Néanmoins, on peut tout à fait, opter pour l'impôt sur les sociétés. Alors, impôt sur le revenu, c'est la fiscalité, on va dire, entre guillemets, classique que vous connaissez dans le revenu foncier, donc avec l'application donc, du barème de l'impôt de 0 à 45%, plus les prélèvements sociaux. Donc effectivement, en fonction de sa fiscalité, de sa tranche marginale d'imposition, on va avoir ce questionnement de savoir si on passe plutôt à l'impôt sur les sociétés ou si on reste à l'impôt sur le revenu parce que la fiscalité des revenus fonciers, c'est celle qui est une fiscalité en fait sur les investissements qui est probablement la plus élevée. Donc, c'est pour ça d'ailleurs sur la dernière loi de finances, il avait été question de réaliser en fait un PFU, un prélèvement forfaitaire unique de 12,8% aussi pour les revenus fonciers. L'avantage qu'on a à l'impôt sur le revenu et qu'on n'a pas donc à l'impôt sur les sociétés, c'est la possibilité de déduire en fait, donc ce dont parlait Jérémy tout à l'heure, un déficit sur les revenus globaux, donc à hauteur de 10 700 €. Et pour tout déficit au-delà, il sera reportable en avant sur les revenus fonciers des 6 années suivantes. L'avantage aussi, c'est qu'une fois que notre associé donc, a payé son impôt, il se distribue le résultat comptable de sa société civile et il n'y a pas d'imposition supplémentaire. Il récupère directement le cash sans avoir à avoir passé par une nouvelle fiscalité sur les dividendes. Dernier point d'avantage en fait pour l'impôt sur le revenu, effectivement, c'est la fiscalité à la cession, puisqu'on va être sur la fiscalité des particuliers, donc majoration du prix d'acquisition, c'est-à-dire que vous achetez votre bien, au moment du calcul de la plus-value, on va pouvoir le majorer des frais d'acquisition et des travaux. On a un forfait travaux en fait applicable au-delà de 5 ans de détention d'un montant de 15% du prix d'acquisition, quand bien même on n'aurait pas effectué de travaux. Si on a effectué des travaux plus importants que ces fameux 15%, il faudra alors produire en fait la justification de ces travaux. Il faut que ce soit des travaux qui soient pris en charge par des sociétés et qui sont effectivement supportés par la société civile. Les inconvénients de l'impôt sur le revenu, donc ce sont des charges qui sont limitées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déduire des charges qui seraient par exemple liées à une extension d'un immeuble. C'est uniquement en fait des charges liées à la conservation et au maintien des revenus. Et enfin, les frais d'acquisition ne sont pas déductibles, contrairement à l'impôt sur les sociétés. Donc je te laisse aller sur la deuxième slide. C'est parti. Alors, oups, voilà, on y est. Impôt sur les sociétés, donc là c'est une fiscalité un peu différente. Les revenus en fait sont taxés au niveau de la société. Et ensuite, s'il y a sortie de trésorerie via la distribution de dividendes, effectivement, il y aura là une taxation supplémentaire au PFU. Alors, les avantages sur l'impôt sur les sociétés, les frais d'acquisition sont déductibles ou amortissables. Alors, je vais peut-être revenir brièvement sur l'amortissement. L'amortissement, en fait, c'est la constatation dans le temps en fait, de la dépréciation du bien. C'est-à-dire que quand on achète un immeuble, on va déjà en fait le scinder en deux parties. La première partie, c'est le terrain qui, lui, n'est pas considéré comme perdant de la valeur dans le temps. Donc, cette partie-là ne sera pas amortissable. On va amortir uniquement les constructions parce qu'on considère qu'elles vont perdre de la valeur progressivement. En général, on est sur des
durée de 25 à 30 ans, mais c'est le plan général comptable qui va nous donner, en fait, on va dire élément par élément de la construction, les éléments de l'amortissement. Donc, si vous avez un immeuble qui s'amortit sur, par exemple, 30 ans, vous avez la possibilité aussi d'amortir les frais d'acquisition sur cette même durée. Alors, l'amortissement, en fait, quand on dit qu'on va pratiquer un amortissement, c'est qu'on va chaque année imputer sur la base imposable, en fait, une charge correspondant à l'amortissement. Et donc ça va venir diminuer notre base imposable. Ça, c'est le premier avantage de l'impôt sur les sociétés, c'est qu'on va avoir une base imposable plus faible en raison de cet amortissement-là. Et ensuite, on va avoir aussi une imposition à l'impôt sur les sociétés qui est plus faible que le barème de l'impôt. C'est-à-dire qu'on est sur une taxation à 15% jusqu'à 42 500 € de résultat, puis 25%. Donc, effectivement, dans cette stratégie, l'impôt sur les sociétés, lorsqu'on a une TMI très élevée, peut être intéressante. Ensuite, il y a l'ensemble des frais et travaux qui seront déductibles, contrairement à l'impôt sur le revenu. Le gros inconvénient, effectivement, c'est le régime fiscal de la sortie. En cas de vente de l'immobilier, là, on passe en fait non plus sur le régime des plus-values des particuliers, mais sur le régime des plus-values professionnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ma SCI a acheté un bien pour 200 000 €. Elle veut le revendre 10 ans plus tard pour 300 000 €. Donc, elle a fait une plus-value de 100 000 €. Néanmoins, sur les 10 années précédentes, si elle a pratiqué, par exemple, 50 000 € d'amortissement, je vais devoir en fait majorer ma plus-value des amortissements qui ont été pratiqués sur les 10 années. Donc, je n'aurai plus une plus-value de 100, mais une plus-value de 150 000 €. Donc, là aussi, je vais pouvoir en fait ensuite prendre cette base imposable et l'imposer à l'impôt sur les sociétés de 15 ou 25%. Mais effectivement, là, on voit de suite qu'on a une base imposable en cas de cession du bien beaucoup plus élevée qu'à l'impôt sur le revenu. Et surtout, vous n'avez pas d'abattement pour la durée des détention. Donc, ça veut dire une imposition directement 15, voire 25%, puisqu'on va largement, probablement dépasser les 42 500 €. Une fois que le bien est vendu, si on veut sortir la trésor, il faut à ce moment-là de nouveau passer par la case dividende et donc la case PFU ou éventuellement barème de l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40%. Et donc, ça veut dire que si je veux éviter cette taxation à 30 points, il faut que je laisse en fait ma trésorerie au sein de la société. Dernier point très important, c'est dans le cas d'une société à l'IS, on pratique des amortissements. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais en fait distribuer plus que le résultat comptable. Or, le résultat comptable en fait est composé d'un amortissement qui empêche la sortie en totalité de la trésorerie. Je te laisse aller sur le prochain slide pour que je puisse expliquer tout ça. Alors sur la droite, vous avez en fait le détail d'un calcul dans une société à l'IS. Alors c'est un cas d'école très basique. Hein. Je rentre 10 000 € de loyer, j'enlève 3 000 € de charges réelles, hein, assurance, taxe foncière, etc. J'enlève mes 5 000 € d'amortissement. Donc, j'ai une base imposable à l'impôt sur les sociétés de 2 000 €, ce qui me fait un IS de 300 €. Quel est le résultat comptable distribuable en tant que dividende? C'est 10 000, moins 3 000, moins 5 000, moins mes 300. Donc, ça veut dire que je peux me verser uniquement 1 700 € de dividendes sur lesquels je vais appliquer donc mon PFU, donc 12,8% plus mes prélèvements sociaux 17,2. Je vais payer donc 510 € sur ces dividendes-là. Donc, dans ma poche, en tant qu'associé personne physique, j'aurai 1 190 € et il y aura dans ma SCI 5 000 € qui ne pourront pas être distribués, sauf l'existence éventuelle de réserve. Comparativement à l'IR, ma base imposable, c'est mon loyer moins mes charges. Je paye mon IR et mes PS dessus. Donc, j'ai dans ma poche 3 700 €. Donc là, on voit bien en fait la différence. C'est que clairement, la société IS, c'est davantage pour une stratégie de capitalisation, même si il faut évidemment projeter les chiffres pour être beaucoup plus clair sur ce sujet. Une question par rapport à ça. Est-ce que si je fais une SCI à l'IR ou à l'IS au départ, est-ce que je peux changer en cours de route? Alors, je peux changer en cours de route. Alors, soit de manière volontaire, c'est-à-dire je prends l'option en envoyant un petit courrier à l'administration fiscale. Mais attention, ça emporte en fait des conséquences assez importantes. Si je détiens mon bien immobilier en SCI à l'IR depuis très longtemps, à ce moment-là, j'ai le risque, j'ai deux possibilités quand je passe à l'IS. Quand j'ouvre mon nouvel exercice comptable sous l'empire de l'IS, j'ai la possibilité soit de l'inscrire pour sa valeur vénale. J'ai acheté mon bien SCI à l'IR pour 300 000 €. Le jour où je passe à l'IR, il vaut 500 000 €. À ce moment-là, soit j'inscris mon bien en valeur 500 000 € et je pratique les amortissements sur cette base de 500 000 €. Mais la contrepartie, c'est que je paye un impôt sur la plus-value sur les 200 000 de plus-value que j'ai créé. Soit je décide
parce que je n'ai pas de cash en fait, hein. C'est qu'à un moment donné, si j'opte pour l'IS, ce n'est pas une cession. Néanmoins, je vais payer quand même de l'impôt sans avoir de liquidité en face. Donc, si j'ai pas les moyens de régler cet impôt sur la plus-value, j'ai la possibilité de conserver en fait au bilan de ma SCI désormais à l'IS pour la valeur d'origine, c'est-à-dire 300 000 euros. Par contre, gros inconvénient, c'est que les amortissements seront pratiqués toujours sur cette base de 300 000 euros. J'aurais perdu en fait les amortissements que j'aurais dû pratiquer dès l'origine. C'est-à-dire à partir du moment où je passe à l'IS, on va considérer que j'ai été à l'IS dès le départ. Et donc tous les amortissements que j'aurais dû pratiquer entre l'acquisition et le passage à l'IS vont générer un report à nouveau déficitaire. Et surtout, je les aurais perdus alors qu'ils sont repris en cas de cession à la fin. Donc c'est une décision assez importante. En général, on va opter à l'IS en cours de vie de la société allière, lorsqu'évidemment, en fait, on a une exonération, par exemple, de 30 ans ou très très peu de plus-value sur le bien. Voilà, donc attention au passage. Donc ça, c'est pour les passages volontaires. Et je te laisse aller sur la prochaine slide, qui est encore celle d'après. La problématique des locations meublées dans les SCI à l'IS, dans les SCI à l'IR. Alors, à savoir que donc je vous ai parlé du passage de IR à l'IS qui peut être volontaire par une option sur courrier en fait remis à l'administration fiscale, mais parfois on peut passer à l'IS sans le savoir. Notamment lorsque notre société civile immobilière, donc civile, ça veut dire qu'elle doit avoir un objet civil. La location nue est une activité civile. La location meublée, dans la mesure où elle comporte en fait la location de meubles, est assimilée à une activité commerciale. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on prend le risque de faire passer notre société civile IR automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Alors, il y a une tolérance, c'est-à-dire lorsque mes recettes issues de ma location meublée est inférieure à 10% du montant des recettes totales, j'ai la possibilité de rester à l'IR. Néanmoins, ce qu'on observe souvent, c'est que la location meublée se fait souvent en fait dans des SCI qui détiennent des résidences secondaires qui sont mis en location de manière régulière l'été pour pouvoir amortir les frais. Et le reste du temps, elle est utilisée à titre privé par des associés. Et donc là, malheureusement, comme le reste du temps, il n'y a pas de recettes liées à une activité civile, clairement, en fait, les revenus de location meublée représentent 100% en fait, des recettes et la société civile passe à l'IS et sans parfois avoir la maîtrise sur ce passage à l'IS. Donc attention, pas de location meublée en SCI, il faut trouver d'autres montages, la SARL de famille, etc., peu importe, mais attention à ce mauvais choix. Nouvelle partie, séparer Ouais. l'avoir et le pouvoir. C'est ça. Alors, en fait, on parlait une des questions qui m'avait été envoyée, c'était savoir quel est l'intérêt de monter une société civile. Alors, au-delà en fait de l'option fiscale, il y a aussi en fait la gestion grâce à la liberté statutaire. Je m'explique. Vous avez un couple qui a 2 enfants et qui a un patrimoine immobilier assez important, ou en tout cas qui veulent se constituer un patrimoine important et qui voudraient. Ah oui, effectivement, je suis peut-être un peu longue sur mes réponses, mais qui voudrait en fait transmettre. Le problème, c'est que transmettre immédiatement un bien à son enfant, on se dessaisit immédiatement et donc on perd le pouvoir sur ce bien-là. La SCI va nous permettre en fait de transmettre la propriété du bien tout en conservant le pouvoir. Les statuts vont nous permettre de définir en fait pour les gérants parents les pouvoirs les plus larges. Par exemple, s'il y a un démembrement donné en fait la totalité des droits de vote à l'usufruitier, on va pouvoir aussi décider de qui perçoit les dividendes en fonction de son droit. L'usufruitier a droit aux fruits sur le résultat courant. Par contre, on peut tout à fait envisager que le résultat exceptionnel lié à la cession d'un bien ou à distribution de réserve seront quasi-usufruits pour les nus propriétaires. Alors, quasi-usufruit, ça veut dire quoi? C'est que les liquidités qu'on va donner, qu'on va verser à l'issue de la distribution de dividendes vont être versées directement à l'usufruitier qui pourra disposer librement en fait de ces fonds-là, charge à lui en fait de faire valoir, charge en fait au nu propriétaire de faire valoir une créance de restitution à la succession de montant équivalent à la somme qui a été versée au usufruitier. De cette manière, en fait, on préserve les droits du nu propriétaire, mais on donne quand même des liquidités aux usufruitiers. Donc, les statuts vont nous permettre clairement de dissocier en fait la propriété qui serait transmise aux enfants de la gestion, de la décision qui serait gardée entre les mains des gérants ou des associés donateurs. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages de la société civile. En termes de transmission aussi, il y a naturellement un sujet. Comment est-ce que ça se passe par rapport à ça? Alors, effectivement, on parle souvent de la société civile pour faciliter la transmission.
Alors effectivement, c'est souvent une bonne alternative à l'indivision. L'indivision, c'est le fait de détenir à plusieurs un bien en direct. Il y a des règles qui sont prévues par le code civil et notamment celle-ci, c'est le fait que n'importe quel co-indivisaire peut demander à tout moment de sortir de l'indivision. Donc soit les co-indivisaires sont en capacité de racheter la quote-part du co-indivisaire qui veut sortir, soit à ce moment-là, en fait, il faut vendre en totalité le bien, quand bien même ceux qui ne voudraient pas en sortir de l'indivision voudraient conserver le bien. Donc là, en fait, l'apport à la société civile du bien va nous permettre de sortir de cette problématique, justement toujours en aménageant les droits de vote et les pouvoirs du gérant. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez plusieurs associés, un associé ne peut pas en fait forcer la cession du bien, sauf si effectivement il est majoritaire et que il a le pouvoir de décision sur cette cession au moment de l'assemblée. Un autre point très important, c'est que vous avez des parents qui ont peut-être 2, 3, 4 enfants, un seul bien immobilier à transmettre. Vous n'avez pas la possibilité de recourir à la donation-partage dans ce cas-là. Le fait de détenir ce bien-là immobilier au sein d'une société, on transforme en fait un seul bien. En contrepartie, vous allez obtenir des parts qui sont divises et donc à ce moment-là, on peut obtenir la donation-partage. Alors pourquoi je parle de la donation-partage? C'est important par rapport au rapport successoral qui en fait permet d'établir en fait l'égalité entre les enfants et tous les enfants qui ont reçu des donations doivent rapporter tout ce qu'ils ont reçu pour assurer cette égalité. La donation-partage met tout le monde à égalité, tout le monde a reçu et il n'y a pas d'évolution des valeurs reçues par donation. Voilà, c'est pour essayer de faire court, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont hyper pointus, difficiles à aborder en 12 minutes. Par contre, attention aux transmissions qui sont faites via des sociétés civiles. Bien souvent, en fait, on pense qu'une fois qu'on a donné la nue propriété, on est débarrassé et fiscalement, on a fait une belle opération. Par contre, attention à la constitution d'un compte courant d'associé. Un compte courant d'associé, c'est quoi? En fait, c'est la créance que détiendrait un associé sur la société. Ça veut dire que concrètement, soit on a apporté des fonds à la société parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire face à ses charges, soit la société a versé un dividende à son associé, mais elle n'avait pas de trésorerie en face pour lui donner, donc elle lui a marqué sur ses comptes « je te dois de l'argent ». Et donc, si par l'évolution, par la vie de l'entreprise, la vie de la société, on est amené à constituer un compte courant d'associé, ce compte courant d'associé, lui, n'est pas transmis, quand bien même les parts le seraient. C'est deux choses complètement différentes. Vous donnez la nue propriété des parts à vos enfants, vous avez transmis la société, mais si vous détenez une créance, donc un compte courant d'associé à l'encontre de cette société, ce compte courant d'associé-là n'est pas généralement transmis avec la nue propriété des parts, et donc il est nécessaire d'avoir une stratégie pour éviter cette constitution de compte courant d'associé qui est à ce moment-là déclarable en termes de droit de succession. Donc, et là, on a complètement annihilé notre stratégie qui était de transmettre le bien en nue propriété et bénéficier donc de la décote, entre guillemets, une décote sur la valeur par rapport à la valeur de l'usufruit. Donc, juste, quelles sont les possibilités d'éviter en fait la constitution d'un compte courant d'associé, notamment lorsqu'on a une société qui s'endette pour acquérir le bien. Bien souvent, en fait, on a un résultat comptable qui est plus élevé que la trésorerie, puisque en fait, comptablement, on ne peut déduire que les intérêts d'emprunt. Le capital, en fait, n'est pas déductible, mais il est pourtant bien décaissé en termes de trésorerie, le capital de l'emprunt. Donc, on se retrouve avec un compte courant qui est lié en fait à la distribution d'un dividende, puisqu'on a un résultat comptable, mais sans les liquidités en face. Donc, pour éviter en fait cette situation, ce qui est possible de faire, c'est de mettre en réserve le résultat comptable pendant toute cette période du crédit, plutôt que de le verser en dividende. Mais ça suppose deux choses. Ça suppose d'avoir, réaliser une comptabilité pour assurer le suivi de son compte courant d'associé, et deux, ça suppose également d'avoir fait régulièrement des PV d'AG qui décident de l'affectation de ce résultat. Donc, très important, on nous dit tout le temps, oui, en STI à l'IR, la comptabilité, c'est pas obligatoire. Pourtant, c'est le meilleur moyen de s'assurer de l'effectivité de ces stratégies de transmission et de pouvoir prendre des bonnes décisions comptables qui ne vont pas nous mener en fait à la constitution d'un compte courant d'associé. À ceci, j'ajouterai aussi que l'administration fiscale, à tout moment, peut vous demander la communication de documents comptables. C'est l'article L96 du LPF, je crois. Donc, et aussi, également, les statuts prévoient souvent en fait, l'obligation pour le gérant de rendre des comptes aux autres associés. Donc, tant qu'on est dans un cadre familial où tout le monde s'entend bien, pas de sujet. En général, les documents de gestion ne sont pas demandés.
Néanmoins, dans le cadre d'une mésentente, c'est là où on va commencer à venir chercher la petite bête et donc effectivement, le suivi comptable est vraiment hyper important dans ce cadre-là. Alors le Donc sujet, il est hyper intéressant, complexe, mais très bien résumé de ta part, Marie-Caroline. Bravo pour ça. On va conclure par la holding en quelques mots. ouais, Si ça te va, c'est tout à fait. généralement associé à la SCI aussi. Qu'est-ce qui change par rapport à la SCI et en quoi c'est intéressant? Alors, la holding, en fait, la holding, c'est quoi? C'est une société qui détient d'autres sociétés. Alors ça, c'est un outil qui est très intéressant quand on fait un développement très important de son patrimoine. C'est le cas aussi, par exemple, pour les chefs d'entreprise qui, ont leur société d'exploitation et qui veulent faire remonter éventuellement, de la trésorerie pour, acheter des locaux professionnels. Alors évidemment, ça ne sera pas du tout adapté pour, des personnes qui vont développer un petit patrimoine immobilier, mais plus pour ceux qui ont des opérations qui vont amener à dégager beaucoup de trésorerie. Quel est l'intérêt? C'est d'avoir une holding vers laquelle on va pouvoir remonter en fait les dividendes des sociétés civiles IS. Donc ça suppose que tout l'ensemble des sociétés du groupe soient à l'IS. Les sociétés filiales SCI-A et SCI-B vont pouvoir remonter en fait leurs dividendes avec une fiscalité beaucoup plus légère, puisqu'on sera soit sous un régime mère-fille avec une taxation des dividendes uniquement sur une quote-part de 5%, soit en régime d'intégration fiscale qui permet de compenser à la fois les bénéfices et les déficits d'une société ou d'une autre. En fait, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir capitaliser un maximum de fonds au niveau de la holding pour pouvoir faire des développements ultérieurs via les filiales. Voilà, grosso modo, un petit peu pour être très rapide sur le sujet. Ok, merci beaucoup Marie-Caroline, merci pour toute ta valeur transmise en quelques instants. Je sais que c'est compliqué d'être synthétique par rapport à ce sujet-là qui est très vaste et très complexe. Désolé aussi pour le timing là qui n'est pas respecté puisqu'on est déjà à 13h46. On devait terminer à 13h30. Je suis désolé pour tout ça. Je vois d'ailleurs que Jérémy nous a quittés aussi entre-temps, ce qui est normal, hein, ça se comprend. En tout cas, ça sera dispo en replay pour ceux qui voudront donc revisionner le webinaire et même le sujet donc, des SCI et holding qui est hyper vaste. On pourra en reparler éventuellement dans un nouveau webinaire plus en détail parce que Désolée. là, clairement, ça mérite plus de temps pour le faire. Nicolas, On ne tire pas au sort, c'est bon? Tu ne veux pas faire passer Baptiste avant moi, l'appeler, si jamais il est dispo, tu peux l'appeler pendant bon, ta réunion. Nicolas, bravo pour ta témérité d'être toujours là avec nous en tout cas et d'avoir attendu ton tour. Merci Ouais. pour ça. Désolé aussi parce que tu es aussi intervenant, mais tu as aussi un métier à côté, donc forcément ça fait que ça empiète sur ton organisation. On va parler donc ensemble de la fiscalité, Nicolas. Ouais, je vais essayer d'être de Quelques- bonne humeur, mais quand j'ai faim, je suis de mauvaise humeur. J'avais un repas prévu à 13h35 qui est décalé. Et je vais essayer d'être sympa quand même. On va conclure en beauté. Merci beaucoup, Nicolas. D'abord, pour commencer en introduction, les finances et donc tout ce qui est fiscalité. Donc, tous les ans, il y a des nouvelles lois qui sont votées. Oui. Qu'est-ce qui change là en 2023 d'un point de vue imposition et fiscalité pour nos concitoyens? Alors, une première chose que j'ai vue, c'est que les préservatifs sont gratuits pour les moins de 26 ans. C'est important dans la loi de finances, il faut le préciser. S'il y a des jeunes ici, sachez-le. Ça fait des économies que vous pouvez investir. Sinon, plus sérieusement, il y a le barème d'imposition sur le revenu qui a été rehaussé de 5%. C'est-à-dire que l'État a pris en compte l'inflation qui est à peu près de 5 ou 6%. Et de façon logique, le barème a été, vous savez, le barème d'imposition, c'est les tranches marginales d'imposition de 0, 11, 30, 41, 45%. Ça a été relevé de 5%, de façon à ce que vous payiez le même impôt si vos revenus ont augmenté de 5%. En revanche, si vos revenus sont stables d'une année sur l'autre, vous payez 5% d'impôt en moins. Donc, ça peut être un petit gain fiscal par ici. L'entrée de la tranche 30%, par exemple, elle était à 26 kg, elle est passée à 27 kg euros de revenus annuels pour passer en tranche 30%. C'est un peu plus loin. Comme autre changement, pour les entrepreneurs, il y a le barème de l'IS qui a été revu également. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, ça sont assujettis les entrepreneurs qui ont une société à l'IS. On est passé à 25% d'IS au lieu de 26,5%. Donc, la première tranche, ça reste 15%. Et maintenant, à partir de 42 500 euros de bénéfices annuels, c'est 25% au lieu de 26,5%. En dessous, c'est resté 15%. Donc, il y a un petit avantage là-dessus aussi. Et un changement sur le plafond du Pinel. La défiscalisation Pinel, avant, c'était 20% de défiscalisation maximum, si on louait 9 ans, je crois, ou 12 ans, 9 ans. 12 ans, pardon. 20% de réduction d'impôt sur la valeur du Pinel si on louait 12 ans.
Maintenant, c'est 17,5. L'année prochaine, 2024, ce sera 14%. Donc déjà, quand c'était 20% de réduction d'impôt, j'estimais que ce n'était pas très intéressant, le Pinel. On verra C'était peut-être pourquoi. 18 à 9 ans pour être précis et 21 à 12 ans. D'accord, 21-12 ans. Donc là, on passe de 21 à 17,5 et ce sera 14%. Déjà, à l'époque, quand c'était 21%, je trouvais ça pas très intéressant. Et là, le Pinel, je trouve ça encore moins intéressant du coup. Parce qu'on le verra plus tard, mais le Pinel, c'est des frais, enfin, c'est des prix qui sont largement supérieurs au marché de l'ancien. Des loyers qui sont plafonnés, donc le rendement il est plus faible. Parce que le rendement, c'est quoi? C'est le loyer sur le prix. Le loyer est plafonné et en plus, le rendement, le prix, il est élevé. Donc, le rendement s'écrase. Et en plus, vous êtes imposé au revenu foncier sur les loyers. L'imposition au revenu foncier, c'est très lourd. Donc, le rendement net du PNL, ça tend vers le 0% ou 1%. Voilà. Donc, Nicolas, le Pinel, c'est une piste pour défiscaliser. Tu m'as envoyé une synthèse de ce qui existe en termes d'outils. Si je souhaite demain baisser ma pression fiscale, je vais les partager à l'écran. Si tu peux donc en parler un petit peu, qu'est-ce qui est possible de mettre en place aujourd'hui? Alors, je vais dézoomer vous avez pour trois grandes défiscaliser. stratégies. Si vous voulez défiscaliser, vous avez 3 grandes stratégies. Premièrement, c'est d'écraser l'assiette imposable. Alors ça se fait facilement. Soit vous investissez en financier, vous investissez, par exemple, les trackers. On parlait des trackers tout à l'heure avec Charles Elias. Les trackers, plutôt que de les mettre sur un compte titre et que les gains soient imposés à 30%, la flat tax, plutôt investissez en PEA ou en assurance vie. Il peut y avoir exonération d'impôt sur le revenu si vous sortez au bon moment, après les 8 ans de l'assurance vie ou après les 5 ans du PEA. Donc, vos revenus financiers, vous les optimisez dans les enveloppes PEA assurance vie. C'est pareil pour les SCPI. Les SCPI peuvent être logés dans les bonnes assurances vie. Comme ça, c'est la fiscalité de l'assurance vie et non pas la fiscalité des revenus fonciers. Voilà, ça, c'est pour les financiers. Pour l'immobilier, plutôt que de prendre un appartement locatif, de le louer de façon classique en nu, on peut le louer en location meublée. Dans ce cas-là, on est assujetti au LMNP. On en a parlé également. Et le LMP permet d'écraser l'assiette imposable grâce aux amortissements comptables pour un même niveau de revenu. Un appartement, par exemple, qui est loué 10 000 € par an, pour ce même niveau de revenu, au lieu d'être imposé sur à peu près, si vous êtes en TMI 41% plus 17,2 prélèvements sociaux, il y a 50% des loyers qui s'envolent en impôts. Si vous choisissez le même appartement loué en LMNP, finalement, grâce à l'amortissement comptable, l'assiette imposable, elle passe à 0 €. Donc, même si on prend 50% d'impôt sur 0, ça fait 0 €. Donc, vous voyez que les mêmes revenus peuvent être optimisés pour tomber à 0 € d'impôt. C'est valable dans l'immobilier, avec certains régimes fiscaux comme le LMP. C'est valable aussi dans le financier. On a vu l'assurance vie, le PEA, etc. Donc ça, c'est la première stratégie. Vos revenus, vous les optimisez dans les meilleures enveloppes. Une autre stratégie, c'est d'investir de façon de déduire l'assiette imposable. Je m'explique. Par exemple, dans le PER, c'est le plan d'épargne retraite. C'est un produit qui a été créé par le gouvernement en 2019 à travers la loi Pacte. Le PER, vous allez placer une somme, admettons 10 000 €. Et si vous êtes en tranche marginale 30%, par exemple, vous allez déduire 10 000 € de vos revenus. Si vous étiez imposé à 50 000 € sur revenus globaux, en comptant les revenus du travail, vous allez déclarer, là, en mai 2023, vous déclarez 50 000 € de revenus. Si vous avez versé 10 000 € l'année dernière, vous déclarez que vous avez versé 10 000 € sur le PER, vous êtes imposable non pas sur 50 000, mais sur 40 000 €. Vous comprenez bien que ça fait un gros gain d'impôt, parce que vous serez imposé sur 40 000 au lieu de 50 000. Et si vous êtes en tranche 30%, 10 000 € en moins imposés à 30%, ça fait 3 000 € d'économie d'impôt. Vous comprenez l'idée? Donc, le PER, c'est intéressant, surtout à partir de la tranche marginale d'imposition. 30%, c'est encore plus intéressant si vous êtes en tranche 41 ou 45. Ça aussi, ça veut dire que vous devez savoir quelle est votre tranche marginale d'imposition. Ça, c'est un élément de base quand vous décidez. Ça sera indiqué maintenant, ça, sur l'avis d'imposition, Nicolas? Alors, jusqu'à présent, on indique seulement le taux moyen. L'administration fiscale indique le taux moyen. Donc, la plupart des Français confondent taux moyen et tranche marginale d'imposition, alors que ça n'a rien à voir. On peut être en tranche 30% et être en taux moyen 10%. Alors, une réforme, Corentin a bien vu,
une réforme qui va arriver, logiquement, si ça a bien été voté, c'est que maintenant, on verra le taux moyen, mais également la tranche marginale d'imposition. Et ça, c'est essentiel parce que quand on défiscalise, souvent, c'est la tranche marginale d'imposition qui compte, pas le taux moyen. Vous défiscalisez à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Donc, ça sera super intéressant de voir ça. Sinon, il faut le calculer soi-même. Ce n'est pas compliqué. On a des articles pour ça. Si vous voulez creuser, on peut calculer soi-même la tranche marginale d'imposition. C'est assez facile. Donc là, ça, c'est la deuxième stratégie. Vous investissez et vous diminuez votre assiette imposable. Troisième stratégie, c'est ce qui est le plus connu des Français, mais c'est généralement le moins efficace, c'est d'obtenir des réductions au crédit d'impôt. On en parlait tout à l'heure, le Pinel, typiquement, vous investissez par exemple 300 000 euros, c'est le maximum, 300 000 euros, vous avez, on va faire simple, 20% de crédit d'impôt, enfin de réduction d'impôt, ça fait 60 000 euros de réduction d'impôt, étalé sur 12 ans. Donc on va dire c'est génial, c'est énorme. Certes, mais est-ce que c'est un bon investissement pour autant? Ça, c'est pas sûr, parce que l'immobilier, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, Jérémy l'a bien expliqué, la base, l'immobilier, c'est d'avoir un beau bien au bon emplacement qui va bien se louer avec un bon rendement. Si mon Pinel il est mal placé et qu'il se loue mal, j'ai beau défiscaliser 21%, ben, je fais une mauvaise affaire. J'aurai un très mauvais rendement parce qu'il y a beaucoup de vacances locatives ou parce qu'il est mal loué ou il est loué au prix, au plafond Pinel qui est inférieur au loyer du marché et que je l'ai acheté très cher en plus, mon Pinel. Donc, voilà, à partir de là, il faut calculer tous les paramètres. Il faut calculer le TRI, taux de rentabilité interne, pour voir si c'est un bon investissement. Et parfois, on défiscalise 21%, mais si on a un mauvais rendement durant le temps d'investissement et qu'en plus, on vend en moins-value, ce n'est pas une bonne affaire. Si vous achetez votre appartement avec 21% de défisc, mais que vous le revendez 9 ans plus tard avec une moins-value de 40%, vous avez perdu. Donc, attention aux défiscalisations. C'est un des grands messages que je veux porter. Ce n'est pas parce qu'il y a défiscalisation que c'est intéressant financièrement. Souvent, c'est une mauvaise idée. Du moins, pour l'immobilier défiscalisant, souvent, c'est une mauvaise idée. Comme Jérémy l'a dit, l'essentiel, ce n'est pas dans la défisc. L'essentiel, c'est d'avoir un beau bien, bien loué, avec un bon rendement. Et parfois, un bon appartement dans l'ancien, loué en LMNP, sans contrainte de locataire, sans contrainte de plafond de loyer, etc., c'est finalement plus rentable qu'un Pinel qui, en plus, est assujetti aux revenus fonciers. Les revenus fonciers, c'est bien plus imposé que l'imposition BIC LMNP. Bref, vous avez compris l'idée. Ça, c'est la troisième stratégie, c'est la réduction d'impôts. Les Français adorent la défisc et pensent surtout à ça. C'est rarement une bonne idée. La réduction d'impôts, troisième stratégie, ça peut être aussi simplement faire des dons. Des dons aux associations, c'est entre 50% et 66% de défisc. Alors, vous allez me dire, on verse 100 euros, on défiscalise, on récupère 66 euros. On a perdu 34 euros entre guillemets, mais c'est pareil que plein d'autres défiscalisations. Le Pinel, comme je l'ai dit, la moins-value peut être supérieure à ce qu'on a défiscalisé. Les Sofica, c'est pareil. Les Sofica, c'est les cinémas d'auteur. Statistiquement, c'est 60% de moins-value. Si on défiscalise 40%, mais qu'on perd 60% en moins-value, le calcul n'est pas bon. Voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi l'emploi à domicile. Pour moi, c'est une bonne défiscalisation, l'emploi à domicile. C'est utile à la société, c'est utile pour vous. Vous gagnez du temps. Au lieu de faire du ménage, c'est quelqu'un d'autre qui fait le ménage pour vous, vous déléguez. Et là, c'est 50% de crédit d'impôt. Donc, vous avez compris l'idée. Le principal, c'est de baisser son assiette imposable. Quand on investit en financier, en immobilier, on choisit les meilleurs dispositifs, les meilleures enveloppes. Après, on peut optimiser en versant sur le PER. Comme ça, on diminue l'assiette imposable. Et en voiture balai, c'est ce que j'appelle la voiture balai, c'est les réductions d'impôts, les crédits d'impôt. Et ça, j'en ai bien parlé. Voilà. Pour résumer un petit peu ton propos, Nicolas, dans chaque défiscalisation, PER, Pinel, de Normandie ou autre, le cadre de base, il est défini, mais dans ce cadre, évidemment, il convient de faire attention au type de support qu'il y a derrière. Le PER, il y a des centaines de PER sur le marché, plus ou moins performants. Les Pinel, il y en a en effet des mauvais, il y en a aussi des très bons. Là, je tiens un peu à nuancer ton propos par rapport à ça. Tout dépend forcément de son objectif, de ses moyens et aussi de la projection qu'on a par rapport à ça. La base fiscale, la base légale liée à la défiscalisation, elle est définie. Puis après,
il faut soit creuser le sujet pour trouver le bon support et le support efficace qui nous convient, soit se faire conseiller éventuellement. Hmm. Pour résumer aussi, bien avoir en tête, Nicolas, niche fiscale, le plafond, 10 000 €. On est d'accord? C'est ça. Oui, oui, effectivement, il faut faire un sacré tri, un gros tri. Le PER, j'ai expliqué, ça permet de défiscaliser, mais est-ce que c'est utile dans votre situation? Si vous êtes en tranche 0%, ça ne vaut pas le coup. L'assurance vie, ça sera plus souple. L'assurance vie, vous pouvez sortir quand vous voulez. Le PER, c'est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas de sortie anticipée. Et il faut bien choisir son PER. La plupart des PER du marché, quand vous allez en banque, il y a des frais sur versement, des frais de gestion délirants, des frais de gestion annuels. Les frais de gestion des supports, souvent, ce n'est pas des trackers, c'est des fonds classiques avec 2% de frais par an, etc. Donc, 95% des PER sont mauvais. Donc, il faut bien choisir les PER. Si ça vous intéresse, allez voir sur mon site Avenue des investisseurs. On a un classement des meilleurs PER du marché. Le Pinel, c'est pareil. 95% des Pinel ne sont pas intéressants. Donc, choisissez bien un bon Pinel, bien placé, au bon endroit, au bon prix, que vous pourrez bien louer et que ce soit bien efficace dans votre situation. Si vous êtes en tranche 45%, vous allez laisser plus la moitié de vos revenus en impôts. Donc, c'est dommage. Ce n'est pas adapté à votre situation. Ou si vous avez déjà beaucoup défiscalisé parce que vous êtes aisé, vous avez un emploi à domicile et que vous avez déjà 7 ou 8 000 € de défisc par an pour la femme de ménage, il ne reste plus rien à défiscaliser avec le Pinel. Il ne reste plus que 2 ou 3 000 €. Ça ne vaut pas le coup, parce qu'il y a un plafond de 10 000 € par an. Donc, voyez toujours ce qui existe et si c'est utile dans votre situation et si oui, quelle est la meilleure solution pour moi? Quel est le meilleur PER? Quel est le meilleur Pinel? Mais encore une fois, le Pinel, c'est un investissement immobilier. Ce qui compte, c'est la rentabilité. Il vaut mieux un investissement immobilier rentable, sans défiscaliser, qu'un investissement immobilier dans lequel vous allez défiscaliser, mais qui n'est pas rentable. Il faut tout prendre en compte. Il ne faut pas être obsédé par l'impôt et la défiscalisation. Moi, c'est un de mes chevaux de bataille. Les Français sont obsédés par ça et bien souvent, ils font des erreurs, des grandes erreurs, parce que ce n'est pas bon. Voilà, alors Corentin ne nous entend plus. C'est génial, c'est l'avantage de passer dernier. Il a un bug et il ne m'entend pas. Donc, je suis en roue libre et je poursuis comme ça. Sinon, une question qui revient souvent aussi, c'est comment optimiser fiscalement la transmission de patrimoine. Alors, c'est dommage, j'avais une présentation sur la transmission de patrimoine, sur comment faire les donations et les successions optimisées. Vous ne verrez pas mon support, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que la transmission de patrimoine, c'est quoi? C'est la donation du vivant. Vous êtes en vie, vous transmettez généralement à vos enfants. La donation du vivant. Ou c'est la transmission de patrimoine à votre décès, c'est la succession. Donc, idéalement, votre transmission de patrimoine, surtout si vous avez beaucoup de patrimoine, anticipez la transmission de patrimoine, faites des donations anticipées. Et je vais partager mon écran, comme ça vous verrez mon support. Alors, c'est ici, je mets mon site, Avenue des investisseurs, droits de succession, comment anticiper, comment optimiser les droits de succession. J'ai calculé dans mon article, ici c'est un cas pratique, j'ai calculé que vous pouvez transmettre 2,5 millions à 2 enfants sans impôt, sans droit de succession. Donc, si vous voyez mon écran, je suis parti d'un foyer fiscal avec 2 parents qui veulent transmettre 2,5 millions à leurs enfants. On tombe à 0 impôt. Alors d'abord, il y a les donations. Les donations, il y a des abattements tous les 15 ans. Vous voyez ici le support, merci Corentin. En ligne directe, donc c'est parents-enfants, on peut transmettre 100 000 € par enfant, par parent, tous les 15 ans. Donc là, maintenant, en 2023, je donne 100 000 € à mon fils. Ma femme, pareil, ça fait 200 000 € transmis, sans impôt. Dans 15 ans, rebelote, on donne encore 200 000 € à notre fils. On lui aura transmis 400 000 € sur 15 ans. 400 000 € transmis sur 15 ans sans impôt. Imaginez à 4 enfants, c'est déjà 1,6 million, sans impôt. Donc ça aussi, c'est une idée reçue des Français de croire que les transmissions sont très imposées en France. C'est une idée reçue, en réalité, c'est très peu imposé. Ceux qui payent, c'est ceux qui n'ont rien compris ou qui sont très riches, parce que même avec 2-3 millions d'euros, je peux transmettre sans impôt. Donc, on est à l'aise. Donc ça, c'est la première méthode. Les donations, profitez des donations. En plus des 100 000 € tous les 15 ans, il y a aussi les 31 000 € de dons familiales exonérés, complémentaires, tous les 15 ans.
Donc, en réalité, c'est 131 000 € tous les 15 ans à ses enfants. Donc, imaginez en couple, vous multipliez par 2, et tous les 15 ans, voilà, ça fait des montagnes. Donc, dans mon cas pratique, si tu peux l'afficher, Corentin, c'est mon tableau suivant. Dans mon cas pratique, les premières méthodes, c'était d'optimiser les donations. Ah, Corentin s'est endormi, mais j'avais transmis mon écran, je vais le refaire. Il t'entend pas, en fait, je viens de lui écrire dans le chat. Marque-lui, oui. C'est super. Donc, transmission complète en ayant anticipé d'abord les donations, on l'a vu. Pour un couple, on peut transmettre les donations 400 000 €, couple avec 2 enfants, tous les 15 ans. Voilà, on le voit. Alors, on peut aussi démembrer la résidence principale. Si ma résidence principale vaut 800 000 €, je transmets la nue propriété à mon fils, par exemple. Avant 51 ans, ça vaut 50% la nue propriété. Donc, finalement, j'ai une assiette de 400 000 €, une assiette imposable de 400 000 €. Mais vu que je suis en couple, la résidence principale, on l'a achetée à deux avec mon épouse, je suis en couple, je transmets la nue propriété à 2 enfants, les 400 000 € d'assiette imposable, c'est transmis gratuitement. Parce que vous vous rappelez, 100 000 € par enfant, par parent tous les 15 ans. Donc, voilà, j'ai transmis la résidence principale, 800 000 € gratuitement. 15 ans après, je fais des donations. Non, ce n'est pas tous les 10 ans, Guillaume, je vois ton commentaire, c'est tous les 15 ans. Les 10 ans, c'était au temps de Sarkozy, il me semble, et c'est passé à 15 ans. Donc voilà, ajoutez à cela les donations, 400 000 €, comme je l'ai dit. Les dons familiaux de somme d'argent, 127 000 €. Les présents d'usage, c'est encore un troisième type de donation en plus. On peut transmettre des présents d'usage. C'est les cadeaux que vous faites à l'occasion des anniversaires, des Noëls, des Nouvel An, des diplômes, n'importe quoi. Le présent d'usage, on considère, c'est très flou. Le texte est très flou. C'est à l'appréciation des juges. Mais si vous transmettez 1% de votre patrimoine par enfant tous les ans, c'est considéré généralement comme raisonnable. Donc, si vous êtes millionnaire ou milliardaire, encore mieux, vous pouvez transmettre des dizaines de milliers d'euros par an par enfant, sans souci. Si vous êtes au SMIC et avec 30 000 € de patrimoine, vous pouvez transmettre très peu en présent d'usage. Voilà. Donc, si on additionne donation classique, 100 000 € tous les 15 ans par parent, par enfant, le don familial plus les présents d'usage, ça fait déjà énorme. Plus démembrement de propriété, plus l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une niche fiscale du vivant. C'est-à-dire qu'il y a exonération d'impôts si vous retirez après les 8 ans de l'assurance vie, à hauteur de 4 600 € plus-value par an, ou le double en couple. Mais en cas de décès, si vous décédez, vos bénéficiaires peuvent aussi avoir un énorme avantage fiscal, à savoir que quand vous ouvrez une assurance vie, vous désignez des bénéficiaires, ceux que vous voulez. Vos enfants, généralement, votre conjoint, ça peut être aussi votre voisin, si vous l'aimez bien, votre collègue, moi, désignez qui vous voulez. Et ce bénéficiaire, à votre décès, il reçoit l'argent qui est dans le contrat avec une exonération de droits à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire. Donc, si moi, avec mon épouse, on a 2 enfants, ça fait 610 000 € transmis. Parce que ça marche aussi pour votre conjoint qui a ouvert son assurance vie, et c'est pour chaque bénéficiaire. Donc, on ajoute à cela donc 610 000 € pour un couple avec 2 enfants. J'ai une question, peut-on transmettre progressivement les 10 000 € tous les ans? Si tu veux. Oui, c'est possible. C'est possible, mais on compte 150 000 €, enfin 100 000 € tous les 15 ans. Pax, c'est considéré comme un couple, oui, fiscalement. Paxé ou marié. Ça profite aussi des donations. Mais entre donations entre paxés, non, ce n'est pas pareil qu'entre donations entre conjoints. J'ai fait un article là-dessus, vous irez lire, c'est le détail. Voilà, ça c'est la transmission en assurance vie avant 70 ans et aussi on a après les 70 ans. Si vous avez versé de l'argent après les 70 ans, c'est encore un avantage supplémentaire qui se combine avec les sommes versées avant 70 ans. On peut exonérer, déjà les gains sont exonérés, et il y a 30 500 € par souscripteur au global pour tous les bénéficiaires qui sont exonérés. Donc, ça ajoute 71 000 €. Bref, au total, vous avez calculé 2,5 millions transmis sans droit de succession pour un foyer à 2 enfants, en ayant anticipé à partir de 50 ans, en gros, la transmission. Vous voyez qu'en France,
Maintenant, vous saurez que la transmission est très peu taxée. Voilà, bon, Corentin, j'ai fait le tour. Si j'ai tenu le quart d'heure, je pense. On a Je fait crois le tour qu'il du... faut qu'on reprenne la main parce que je crois qu'il n'a plus de son du tout. Oh, super. Donc, il va falloir qu'on conclue tout ça Ah, ensemble, à 3. Bon, bah, c'est génial. bon, bah, Merci de nous avoir notre écoutés coach jusqu'au est bout. parti. On se sent seul, sans coach. Mais merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je pense que Corentin, on verra les diapos ou les présentations. Je crois qu'il y a un replay donc, qui sera communiqué. Et donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en fait, à chacun des intervenants. Nous sommes présents sur Oui. LinkedIn, donc Et sur LinkedIn, vous vous pouvez pouvez faire des échanges. On peut rebondir Exactement. en échange sur LinkedIn. Et Alfred, question à partir de 60 ans, qu'est-ce que ça change? En fait, c'est le barème de la nue propriété, le barème du démembrement de propriété. J'ai un article là-dessus aussi. Je crois que j'ai mis le lien. J'ai mis le barème. En fait, chaque tranche de 10 ans, le taux change. Entre 51 et 60 ans, c'est 50% la valeur de la nue propriété. Entre 61 ans et 70 ans, c'est 60% la valeur de la nue propriété, etc., etc. Et à l'inverse, la valeur de l'usufruit baisse. Le mécanisme est assez simple à comprendre, mais il faut lire le tableau, ça sera plus clair. Voilà, bon. Parfait. Bah, je crois qu'on va tous finir sur ça parce que le temps est largement écoulé. Oui, Et parce que je crois qu'on est tous fatigués, on veut tous aller manger. Donc, Non, on va arrêter de faire ce soir. Il est temps de Merci. quitter, les amis. Merci beaucoup en tout Merci cas. Et puis voilà, beaucoup. n'hésitez Au pas revoir. à poser vos questions. À bientôt. Au Merci, revoir. à très bientôt. Au revoir.